Bonsoir tout le monde, salut à toutes, salut à tous. Je ne sais pas si on m'entend encore parce que bon, les intros sont toujours souvent longues, mais j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon lundi de votre côté. On est là ce soir pour parler de Devastra. Devastra, une nouvelle édition qui apparaître chez Entremonde avec le financement qui sort demain. Alors c'est à ce moment-là, je vais tout tomber. C'est à ce moment-là vous vous dites ah génial, je vais faire la commande dans le chat. Eh ben non, parce que j'ai oublié de la faire, donc je vais la faire tout de suite pendant que Manitou va vous dire bonjour, bonjour Manitou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. Et oui, ce soir on parle manga, on parle Ah mon pas dieu. super-héros, pas tout à fait super-héros, mais quand même perso bien pété. Et pour ça, on a convoqué de toute urgence Cédric, qui est venu nous parler de L'esprit tout ça. shonen. Salut Cédric. Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Eh Ça- ben, plaisir partagé. Et ma première question pour toi, Cédric, c'est est-ce que tu sais ce que c'est que le ladou? Non. Non. C'est la sucrerie favorite du dieu hindou Ganesha, qui est une pâtisserie de forme ronde très D'accord. appréciée en Inde. Je C'est connais ressemble bien, des je petites connais bien madeleines en fait, Ganesh, mais je ne savais pas tout ça. et c'est Ouais, vachement bon. ouais. Quoi, voilà. Donc comme nous, on a décidé que pour faire un bon live, il fallait obligatoirement parler bouffe. Bah, c'est chose faite. Alors, Donc ce sera un bon live. je suis assez d'accord, hein, Mhm. moi j'aime bien aussi parler bouffe de temps en temps. Mais Bon t'as là, pas je suis mangé, venu c'est vous ça? parler d'un jeu, mais effectivement, et puis parler effectivement de la partie culinaire des univers de jeux, c'est aussi important, ça met dans l'ambiance. Donc, Ça met l'eau à la bouche. oui, 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 oui. Ouais, On peut se donner faim en lisant un livre aussi, des fois, c'est vrai. si la bouffe est trop bien décrite. Hop, je vais remonter un peu le chat, comme ça, c'est mieux. Ouais. Clac. Ne serait-ce pas, je suis en train de créer la commande, hein, Devastra. Allez-y, allez-y, je Yes, crée la oui. commande dans le chat, hein. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est que, ben, comme c'est la première fois qu'on t'accueille, Cédric, peut-être, ben, l'éternelle petite présentation de notre invité. Est-ce que tu peux ben, te présenter, nous dire qui tu es, Pas de souci. etc. Donc moi je m'appelle Cédric Lamère, je suis rôliste depuis quasiment toujours. J'ai dû commencer à 11 ans. J'en ai 48 aujourd'hui, donc ça fait un grand parcours rôliste. Je suis plus souvent MJ que PJ, mais je joue à beaucoup de jeux. Depuis 2017, j'écris aussi dans différents jeux de rôle. J'ai commencé par écrire un peu pour Night. Après, j'ai coécrit les Chroniques de l'étrange avec Romain Duissier, dont on Mhm. reparlera tout à l'heure. J'ai écrit quelques scénarios pour les légendaires. J'ai Hmm. écrit dans le cabinet des murmures, quelques Oh. articles dans Casus Belli aussi, des scénarios, des choses comme ça. Et puis, ben voilà, moi je suis aujourd'hui là pour vous parler de Devastra Transcendance, dans lequel je suis également auteur. Et aussi coordinateur de la gamme pour Entremonde Édition, qui est l'éditeur de cette version. C'est pas mal Voilà, déjà. voilà. C'est déjà pas mal. Et est-ce que tu joues à tes propres jeux? Alors oui, évidemment. Alors déjà, parce que effectivement, pour peu que je sois un peu impliqué sur la partie, on va dire, game design, ben, il faut bien playtester ce qu'on fait. C'est une première chose. Et même si on fait aussi playtester par d'autres. Et puis ensuite, parce que bah, souvent, quand même, les jeux auxquels je m'intéresse en tant qu'auteur, c'est des jeux qui m'intéressent aussi en tant que joueur ou en tant que MJ. Et donc, bah forcément, j'y joue, voire j'aime bien les faire découvrir aussi. Non, parce que je dis Voilà. ça parce qu'il y a des auteurs en fait qui font des jeux et qui ne les font pas jouer. Un kiffer. Chacun, voilà. Pourquoi cette balle perdue comme ça en début de stream, le montage derrière, t'y penses, mec, du coup? Il y en aura pas, Hein? écoute. Ça restera Hein? sur internet devant tout le monde. Moi, je suis sympa, je viens après mes réunions. Je vous jure. Bref. Je crois Du pas. coup, ce soir, rapidement, on finance quoi, de quand à quand, voilà, sans vraiment rentrer dans les détails. Est-ce que Alors, tu peux nous en parler un petit peu? donc ça commence demain soir. C'est le Ouais. financement de Devastra Transcendance, qui est la troisième édition d'un jeu de rôle dont la première version a été écrite il y a 15 ans par Romain Duissier et Laurent Devernay-Satyagira. Euh, euh,
cette édition-là, elle est chez Entremonde Éditions, qui est connue entre autres pour Night, Célestopol, The Heist, je parlais de Hong Kong, les Chroniques de l'étrange tout à l'heure. Mhm. Le financement va durer un peu plus d'1 mois et on finance quoi? On finance un jeu de rôle de shonen fantasy basé sur la mythologie indienne. Voilà. En très très court, hein, en très très résumé. Oui, On va avoir le temps de détailler après, j'imagine. oui, Donc Oui, pour oui, c'est l'instant, ça. Là, on fait l'intro. Hein. tout à fait, oui, oui. Première édition donc de Devastra que j'ai en ma possession, que j'ai pas eu le temps d'ouvrir récemment quand même, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais je l'avais lu à l'époque, parce que ça date depuis un petit moment hein, quand même maintenant, je crois que c'était 2009, un truc comme ça de mémoire. oui, c'est même plus vieux que ça. Imprimé en Espagne, 2009, le 7e cercle, voilà. Bon. Après, c'est peut-être la deuxième réédition, je C'est sais pas peut-être quoi. une réimpression, peut-être, Ouais, mais c'est voilà. ça. Donc il y a eu une deuxième édition qui est beaucoup plus Mhm. récente et qui n'est pas Ouais. chez le même éditeur, enfin, beaucoup plus récente. Chez les taux, ouais. Elle est quand même de 2012 ou quelque chose comme ça, donc c'est quand même pas C'est ça, si 2012. voilà. Mhm. Elle a la particularité d'avoir été fournie gratuitement par Leto en 2020 Mhm. pendant le confinement. Oui. Donc le PDF était disponible pour tout le monde. Comme Bah, Night, d'ailleurs. il l'est encore, je crois, parce qu'on l'a Oui, on l'a oui. retrouvé il y a pas longtemps, et du Oui. coup, on a commencé à regarder un petit peu dessus. On me dit Voilà. toujours, hein, en ligne. Donc, Donc voilà, donc nous, cette troisième édition, elle est dans la filiation donc de ce jeu-là, Mhm. avec donc Romain et Laurent qui m'ont vraiment soutenu et aidé dans l'élaboration de cette troisième édition. Donc on a formé en particulier un duo assez efficace avec Romain, parce que Romain je l'avais croisé donc sur un jeu précédent et on avait beaucoup aimé travailler ensemble. ok. Laurent il suit ça de beaucoup plus loin, mais il était quand même d'accord pour qu'on le fasse. Mhm. Et puis il regarde de temps en temps ce qu'on fait, et voilà, c'est quand même c'est leur univers au départ. Ouais. Donc ils m'ont donné carte blanche pour on va dire le rajeunir, le remettre au goût du jour, pousser les potards du shonen à fond, Mhm. de manière à ce que vraiment cet aspect-là du jeu, qui était peut-être moins présent dans les 2 éditions précédentes, Mhm. se ressorte plus. Et surtout, avec Entremonde Éditions, on a décidé d'en faire une vraie gamme, c'est-à-dire c'est pas les 2 premières éditions, c'était un livre de base. Qui contient tout ce qu'il faut pour jouer, c'est pas le souci. D'ailleurs, c'est parce que ces éditions-là étaient intéressantes que ça nous a donné envie de faire, Ouais. que ce soit Simon Colline ou moi, de faire les nouvelles éditions. Mais dans la nouvelle édition, effectivement, c'est une vraie gamme avec plusieurs livres. On en parlera Ouais. en détail. Voilà. J'avoue que quand j'ai vu la proposition donc de Devastra là, entre mondes, j'ai été ultra surpris par le graphisme. Oui. Je m'attendais pas à un truc aussi coloré, aussi manga en fait, hein. Oui. Même si c'est la proposition du jeu, parce que c'est écrit clairement hein, dans le bouquin, mais quand on passe d'un bouquin comme ça, très joli à ma foi, mais qui fait pas du tout manga, etc., avec des illustrations à l'intérieur qui sont quand même plutôt... Hop, je vais essayer de montrer un truc un peu... Voilà, c'est sympa, mais c'est pas du tout, ça fait pas trop Mais penser au on manga, dirait quoi. une Chine. Ouais. La mise Alors en en fait, page, oui. ouais. Ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que les jeux, en fait, ils sont le produit de leur époque. Oui. C'est aussi pour ça hein, qu'on voulait en faire une nouvelle version, déjà parce que les 2 autres versions, elles sont pas possibles à trouver, en tout cas en physique. Et ensuite parce qu'effectivement, à l'époque, effectivement, déjà sortir un jeu de rôle, c'était courageux. C'était pas Mmh. une époque où c'était facile de le faire, il y avait pas de financement Non. participatif, voilà. Il y a des choix éditoriaux qui étaient faits, aussi par rapport à effectivement les goûts de cette époque-là. On a un Devastra qui effectivement a un côté shonen assumé dès le départ, hein. Quand on lit dès la première édition, Romain et Laurent, ils affichent tout de suite, c'est les tropes du shonen, Ouais. mais ils affichent aussi c'est l'Inde mythique, etc. Alors on pourrait penser à, par exemple, des jeux comme L5R, hein. L5R, c'est Rokugan, c'est pas le Japon, mais ça s'inspire Mmh. du Japon. En fait, quelque part, Prithvi était présenté comme ça. C'est-à-dire Prithvi, c'est pas l'Inde, mais ça s'inspire de l'Inde. Et c'est Mmh. un jeu à faction, c'est un jeu à clan, c'est un jeu à secret.
secret. Donc en fait, il rentre dans cette dimension-là, en fait, hein, Devastra au départ. Sauf que effectivement, comme c'est une production française, que les éditeurs, ils font ce qu'ils peuvent pour faire des productions françaises à l'époque, en fait, il n'a pas du tout la puissance de gamme que peut avoir un L5A derrière, parce qu'il n'y a pas des milliers de suppléments, voilà. Donc le truc, c'est effectivement, le côté shonen, il a toujours été là, mais il n'a jamais été très visible. C'est vrai. Au regret des auteurs, en fait, hein. Les Ok. auteurs originaux auraient bien aimé que ça se voit. Et donc, une des premières choses dont on a discuté quand on a lancé le projet de la 3e édition, c'est qu'est-ce qu'on souhaiterait avoir. Et le côté, on voudrait assumer plus le côté shonen, c'est apparu comme un des premiers prérequis. Bon, après, il s'avère que on a eu la chance d'être suivi par notre éditeur, donc par Entremonde Éditions, Mhm. d'être conseillé aussi par des personnes parfois extérieures à cet éditeur, hein, qui nous ont donné des avis, etc. D'avoir les moyens, puisque Entremonde travaille avec le studio Xishan, qui a les moyens, entre guillemets, de contacter des dessinateurs et des illustrateurs et des illustratrices qui ont cette capacité à faire autre chose que du dessin, on va dire, de fantaisie classique occidentale. Ok. Et on en a contacté nous-mêmes aussi, parfois. On a essayé sur les réseaux un peu de trouver des personnes qui étaient intéressées. Et donc, Ok. on s'est constitué une équipe comme ça, petit à petit, vraiment en se disant, on veut que ce soit shonen. Et j'ai même envie de dire, je vais vous faire rire avec une anecdote. Moi, pendant un certain temps, là, pendant le processus créatif, j'avais ma fille elle a 13-14 ans, là, mais elle est vraiment weebs. C'est-à-dire, elle est passionnée de manga, d'animé, etc. Et Mhm. elle me servait un peu de référence. C'est-à-dire que j'allais la voir, je lui disais, voilà, on a prévu ça, est-ce que tu penses que... Et en fait, il faut vraiment voir qu'il y a toute une catégorie de personnes qui pourraient être attirées par le jeu de rôle aujourd'hui, qui, voyant en fait des illustrations un peu fantasy, etc., vont pas forcément s'arrêter sur le jeu et vont pas forcément être intéressés. Alors que si le jeu il a un graphisme qui leur Mhm. parle, parce que ça fait partie de leur culture, animé, Oui. manga, etc., ils vont regarder. Donc nous Mhm. on s'est dit, bah voilà, on veut à la fois rester dans la lignée de ce qui a plu aux anciens fans de Devastra, et faire une proposition qui est une vraie nouvelle proposition, qui est une Mhm. proposition effectivement avec un univers graphique qui a été revu, donc un écrin graphique qui s'assume dans son côté shonen, et puis une proposition qui reste quand même ancrée sur l'Inde mythologique, Mhm. les mystères à découvrir, les factions, les sociétés secrètes, tout ça, ça Mhm. existe toujours dans le jeu. C'est juste que effectivement D'accord. graphiquement, on a changé la Un, proposition. un bon petit coup de frais graphique, Voilà. quoi. Mhm. Ok. J'ai une question par rapport Oui. à ça. Du coup, quand vous avez fait vos réunions pour la réédition de Devastra, est-ce que c'est arrivé dans vos discussions, à un moment donné, vous vous êtes dit, est-ce que peut-être qu'aujourd'hui, le public est plus réceptif au shonen qu'il l'était à l'époque, et donc on peut pousser le shonen plus en avant parce que le public serait plus prêt aujourd'hui? Alors, j'aimerais pouvoir dire qu'on en est sûr. En fait, je pense Oui, bah, qu'on on n'est prend jamais quelque sûr quand c'est part, c'est un financement. pari. Mhm. On prend un risque quelque part, c'est un pari. Mais effectivement, moi, je suis convaincu qu'il y a une place. Que cette place, ça fait un moment que certains jeux de rôle s'y risquent, mais que effectivement, il y en a pas. La quantité de choix sur ce domaine-là, elle n'est pas si énorme que ça. Et on Mhm. voit des jeux sortir, hein, des animés Was a Mistake, des Fabula Ultima, etc. On peut remonter jusqu'à Exalted, hein. Moi, J'allais le dire. j'ai été maître Mhm. de jeu Exalted pendant 9 ans, hein, donc Mhm. clairement, j'ai joué énormément à Exalted. Mhm. Et pourquoi Exalted? Bah, d'abord parce qu'effectivement, à l'époque, je connaissais bien le monde des ténèbres, etc. Et donc forcément, quand j'avais vu White Wolf, je m'étais dit c'est quelque chose où je peux regarder. Mais Mhm. aussi parce que la proposition, c'était une proposition qui me parlait. Une Mhm. proposition, voilà. C'est- pour moi, effectivement, la proposition de dire on a un jeu qui reprend. Alors, la grosse différence entre un jeu comme Devastra et un Exalted, c'est que Devastra, en fait, il se contente pas de mettre un habillage graphique sur le jeu et de reprendre quelques éléments comme le fait d'avoir des personnages super puissants ou des choses comme ça. Là, on va vraiment dans la 3e édition jusqu'au bout de l'idée. C'est-à-dire, il y a énormément de mécanismes de jeu, on pourra en reparler si vous voulez tout à Mhm. l'heure, qui viennent s'assurer que le côté shonen il est présent.
Ok. Vraiment qui viennent accessoiriser tout ça. Donc effectivement, là, on assume les tropes de nos deux genres, hein, du genre effectivement l'épopée indienne Mhm. mythique et du genre Mm. le voyage héroïque du héros shonen Mhm. classique, on va dire. Bah, tu vois, c'est rigolo parce que moi, à l'époque, justement, j'avais hésité entre Exalted et Devastra. Et j'avais plutôt choisi Devastra, justement, pour le côté Inde, antique, etc. Parce que de base, bon, j'étais pas super fan des mangas et tout ça. Mais j'aimais bien la proposition, en fait, de Devastra. Après, Exalted, problème, c'est que on a eu que le livre de base en français, je crois, et la suite n'était pas tout à fait traduit, ou je me rappelle plus, mais c'était Oh, galère. Il n'y avait pas Pas... grand-chose il y de, a il y avait pas la grand-chose de gamme traduit, est hein. Moi, j'ai joué aux deux monstrueuse. versions, mais Ouais, en, mais en anglais, pas en français. j'ai Ah joué ouais, aux deux ouais, bah ouais, non, versions, mais mais en je anglais, ouais. découvre, hein, je connaissais pas du tout. La gamme, Ouais, elle est ouais, monstrueuse sur le tout Grog, à hein, fait. d'Exalted. Oh. Ouais, ouais, ouais. Et puis Et visuellement, effectivement, c'est vrai que c'était joli, et ça fait très mm. manga, hein, pour le coup. Et troisième édition, effectivement, 2015, il n'y a rien eu de plus que le Non. livre de base. Mm. Ok. Voilà. Donc voilà, nous vraiment le côté shonen était important pour nous. Après, la petite précision que je donnerais, c'est que effectivement, le dosage, enfin tous les ingrédients sont là, et nous on assume côté auteur qu'on a envie de s'en servir et que c'est notre proposition de base. Tous les ingrédients sont là pour faire du shonen avec le jeu. En revanche, effectivement, vous connaissez l'adage, hein, nous on fournit les ingrédients, c'est le MJ qui cuisine, hein. Donc Mm. si le MJ il a envie de mettre plus en avant l'Inde mythologique que le shonen, ou l'inverse d'ailleurs, hein, plus en avant le shonen que l'Inde mythologique, c'est possible. Mm. C'est lui qui gère, qui dose avec ses PJ, sachant que effectivement une des grandes, je dirais, une des grandes raisons d'être du jeu aujourd'hui, c'est de faciliter la vie du MJ. Donc par rapport aux deux éditions précédentes où toutes les idées y sont, mais il y a beaucoup de choses où le MJ a du travail pour développer, parce que la quantité de pages, parce que par exemple il n'y a pas de bestiaire, par exemple Mm. il y avait quand même pas mal de scénarios, mais il n'y a pas de... Il y a pas Yep. d'équivalent de ce que nous on va proposer en termes des Devastra avec des pouvoirs prêts à utiliser ou des choses comme ça. Mhm, mhm. C'était vraiment, il y avait toutes les méta-règles pour fabriquer ses PNJ, pour fabriquer ses pouvoirs, etc. Mais il fallait tout faire. Alors Mm. que nous, en fait, on va proposer un jeu effectivement qui donne beaucoup de choses prêtes à jouer et qui peut faire économiser énormément de temps au MJ en préparation. Voilà. D'accord. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à rester, hein, sur ce live, puisque on va vous dévoiler des petites surprises, tout à l'heure. Une Il y a carte plein de petites d'un previews sympas. obscur Mm. illustrateur qu'on connaît pas trop, et, et des pré-tirés qu'on va vous dévoiler. Voilà. Oui, parce que les amis, si vous cliquez actuellement sur le lien, la Oui, page est en attente. Le c'est projet se demain. lance demain. Oui. C'est Donc, ça. c'est normal, vous inquiétez pas, Ouais. c'est Et puis, normal. Si vous voyez faut être là dès demain si vous voulez des chiffres. 18, Mais j'en dis pas 18 ou plus. 19, 18 ou 19 demain, l'heure de 17, lancement le soir 19h30. 19h30, ok. Oui. Mm. Ok. Ça Ça marche, marche. ça marche, Impec. ça marche, ça marche. Impec. Je sais plus où on est dans la question du coup, parce C'est qu'on le a, grand 1 petit c. grand un petit C, ça Voilà. marche. Du coup, c'est sur l'équipe qui a travaillé sur Devastra. Je connais par cœur maintenant les plans courants. Ah, l'équipe. Ouais, Bah, l'équipe. donc du coup, c'est donc Entre Monde Édition, donc Simon Gabillot, Colline Pignat, Mm. au niveau de l'édition. Romain D'Huissier et moi-même au niveau auteur. Donc Laurent étant effectivement nous ayant confié les clés et surveillant les choses d'un peu plus loin. Mais il est quand même l'auteur des deux jeux dont on est reparti, hein, donc il y a des textes à lui Oui. forcément, hein, on est pas reparti de zéro, donc voilà. On a qui? On a Olivier Troclé sur la maquette du kit. On a Shanzhu et le studio Xishan de manière générale sur la partie illustration. Donc Shan, c'est là notre directrice artistique. Mhm. C'est un petit peu la magicienne qui coordonne tout ça. Et puis, donc on a des participations de pas mal d'artistes. On parlait tout à l'heure de la carte. Donc on a Olivier Akae Sanfilippo sur la carte.
On a des gens comme on a Raphaël Pelé, on a Pierrick Sorel, on a Miss Cat Mermaid, on a un certain nombre d'artistes qui Ah sont ouais. des artistes vraiment manga shonen pour le coup. Ok. Je dirais le top de la French Touch manga, c'est en fait on a Jérôme Alquier qui nous fait la couverture du coffret. Donc, D'accord. Jérôme Alquier, voilà, c'est Saint Seiya, Time Odyssey, Albator, Ah, ok, voilà. ok, 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 ok. Oui, c'est un petit Donc nouveau, c'est quoi. quand même un dessinateur français qui a été autorisé par les mangaka japonais à Ouais. faire des Ouais. suites de leurs mangas. Ça arrive quand même pas tous les jours. Ah non, 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 ils sont hyper protecteurs, donc ouais, tu Voilà. m'étonnes. Oui, le Sensei, j'ai. Ouais, Ok, Voilà, très bien. voilà. Et ça, moi, enfin, voilà, rien qu'avec ce Oui. que j'ai dit là, déjà, je suis pas, voilà, je Ouais, suis ouais, super ouais, heureux, je quoi. sais. Et j'imagine que travailler dans ces conditions, c'est quand même plutôt cool. C'est Hein. vraiment génial, ouais, Ouais. c'est clair. Donc et puis voilà, donc Euh, moi je fais coordinateur de la gamme, ce qui veut Ok. dire que effectivement, je suis un peu le garant que la partie narrative et la partie illustration sont en cohérence. Ok. Là où Shan effectivement est plutôt sur la cohérence graphique de l'ensemble, c'est-à-dire le fait que les styles des différents illustrateurs et illustratrices se combinent bien. Donc c'est pareil un petit peu comme le duo entre Romain et moi qui marchait du tonnerre sur Chronique de l'étrange et qui marche encore du tonnerre sur la partie Devastra. C'est vrai que le duo entre Shan et moi il marche plutôt bien puisqu'on a le même niveau d'exigence en fait sur les choses et le même dynamisme. Alors le côté un peu voilà, on veut que ça bouge, on fait plein de suggestions d'ailleurs à nos éditeurs de nouvelles choses qu'on a envie de faire, etc. Parfois ils sont contents, À un moment donné, il parfois faut ils en ont sortir un le peu jeu, marre. quoi. C'est ça qu'on vous Hmm. dit. Voilà. Ouais, À un ouais, je moment donné, il comprends. faut C'est bien sortir le ça. jeu quand même. Ouais, c'est Voilà. ça, au bout d'un moment, faut sortir le jeu. Vous avez repris des illustrations de je vais dire la V2, pour, Oui. Celle de je vais y arriver. 2012, quoi. Ouais, pour GG, je m'y perds, c'est Devastra 2012, je sais plus. Réincarnation. Donc c'est Ouais, j'étais Renaissance. Devastra Non, Réincarnation. c'est Réincarnation, voilà. Voilà. Vous Et avez repris Devastra des Transcendance. illustrations, voilà, vous avez Voilà. repris des illustrations de Réincarnation où vous partez sur une nouvelle maquette, nouvelles Tout est illustrations. nouveau. Tout est nouveau. Tout est nouveau, ok. Tout est nouveau. Ce qu'on a repris des précédentes éditions, c'est l'esprit de départ, certains types de textes, notamment descriptifs de l'univers, etc. Même si au début, notre idée première, c'était de garder le descriptif de l'univers identique et juste de l'enrichir. Et puis de réviser complètement le système et de réviser complètement les scénarios. Sauf qu'en fait, on s'est aussi aperçu que le jeu, il accusait un petit peu ses 15 ans et Mhm. que il y avait certaines choses dans la manière dont le jeu était proposé qui aujourd'hui, c'est plus vraiment comme ça qu'on fait les univers de jeux de rôle. Et donc, on s'est dit, on va changer des choses, mais on va changer des choses qu'aux endroits où ça nous paraît vraiment utile. Hein, donc on a gardé les personnes qui ont l'habitude de la V1 et de la V2, ils vont s'y retrouver, ils vont avoir des points de repère. Par contre, ils vont peut-être aussi parfois se rendre compte qu'on a changé tel PNJ. Modifié un petit peu la carte, on a rajouté Voilà, des ça, choses. On a un petit peu poussé les murs au niveau de certains territoires en disant bon bah voilà à cet endroit-là il y avait besoin d'un peu plus de place, il fallait que ce soit un peu plus étendu. Il y a des endroits aussi qu'on a enrichis. Par exemple, il y a un endroit dans Prithivi où il y avait un grand désert avec pas grand-chose. Bon, on a raccourci un petit peu le désert et puis on a rajouté des choses autour. Donc on a vraiment effectivement modifié l'univers dans le sens où on s'est permis ouais, de changer des petites choses. Dans cette édition-là, je dirais l'esprit de la première édition, il est conservé, mais on essaie vraiment de magnifier, de pousser ce que je disais, hein, les potentiomètres au maximum Mhm. sur des choses qui étaient peut-être faites de manière un petit peu plus timide avant, ou tout simplement pas faites parce qu'il n'y avait pas de place, en fait. Voilà. Et D'accord. donc parmi les choses qu'on a reprises, on n'a pas repris les graphismes du tout. Par contre, on a repris la plupart des PNJ emblématiques qui sont là, ils ont été relookés mais ils sont là. Les grandes lignes des deux petites campagnes précédentes ont été réintégrées à la grande campagne qu'on utilise. Même si, bah forcément, pour pouvoir relier tout ça, on s'est permis aussi de changer des choses. Voilà. Ok. Donc les personnes qui ont déjà joué vont retrouver des concepts, mais pourraient être surpris
S'ils rejouent entre guillemets un scénario dont ils avaient déjà vu la première mouture, ils vont se dire ah ça se déroule pas tout à fait de la même manière, Hmm. ou il y a des alternatives qui sont proposées au MJ pour le rendre différent, quoi. Voilà. Ok, Mhm. d'accord. Ok. Dernière Hum, question, j'arrive encore, désolé, quand on parle de oui, ça, non, Jean, mais... tu s'intervient dessus. J'ai une question, alors, elle est peut-être un petit peu troll, mais en vrai, elle est sérieuse. Parce que là, dans le triumvirat de l'Asie, dans le jeu de rôle français, tu m'as cité Olivier Sanfilippo, tu m'as cité Romain Ducier, et Jérôme Larrey, il est pas intervenu à un moment donné? Parce que généralement, quand il y a les deux, euh, il y a les droits, quoi. Ah Bon, on non. peut rajouter Aldo, mais c'est pas triumvirat, quoi. Non, il est intervenu à un moment donné dans les PTS et les machins comme ça, Jérôme Larrey, ou... Non, 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 moi, pas pour l'instant. Après, Mm, s'il se manifeste et qu'il nous dit, moi, votre jeu, je le kiffe et j'ai envie d'écrire des scénarios, des choses comme ça, mm, peut-être qu'on lui dira, viens avec nous, on adore, hein, enfin, mm. là, pour l'instant, évidemment, sur Devastra, on le fait pas encore, le jeu, il est pas encore sorti, Oui. mais typiquement, si vous regardez un peu ce qu'on a pu faire sur un Chronique de l'étrange, Oui. on a des guest stars qui écrivent des scénars des fois pour Mm, nous, Hmm. c'est quand on a Antoine Boza qui vient écrire un scénar pour nous, mm, bon. C'est open, vraiment. mm. Après, bah, il faut que la personne elle en ait envie. Enfin voilà, il faut qu'on arrive à trouver un projet, quelque chose dans la proposition qui va nous faire envie à tous. Mais ouais, on est open. Ok, Ça marche. super. Vas-y, vas-y. Je propose qu'on s'attaque un petit peu plus dans le vif du sujet, donc le jeu, hein, tout simplement, Oui. Devastra, parce que là on a fait que survoler, on a fait que goûter, c'est l'entrée en fait du plat. Et Maintenant il l'entrée, faut le La plat de base, la résistance, nourriture, toujours. tout ça c'est... abonnez-vous. Euh, Ah, c'est grave. Grosso modo, donc de quoi ça parle en fait Devastra, le côté hindou, etc. Voilà, parle-nous un petit peu du contexte, du lore, sans forcément tout nous dévoiler non plus, mais Pas de souci. euh, Pas de souci. pitch-nous Alors ça. la proposition de base du jeu, hein, qui n'a pas changé depuis la première édition, c'est que on est dans un univers qui s'appelle Prithvi, enfin sur un continent qui s'appelle Prithvi, dans un univers totalement imaginaire qui ressemble à l'Inde mythologique antique et médiévale. Mais qui est un univers imaginaire à part. Pourquoi faire ça? Parce que tout simplement, ça nous affranchit de tout besoin d'avoir une exactitude historique Oui. qui pourrait Oui. enfermer la narration. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est libre et où des PJ et des MJ qui connaissent un peu l'Inde pourront s'éclater parce qu'ils retrouveront des choses qu'ils connaissent, et où ceux qui connaissent pas du tout, bah, en fait, c'est pas grave parce que comme c'est pas vraiment l'Inde, on peut faire un peu ce qu'on veut quand même. Hmm. Dans cet univers-là, il y a eu jadis des divinités, donc les Devas, qui ont, d'une manière ou d'une autre, disparu et ont été oubliés. On sait juste au début qu'ils ont affronté les Asuras et l'ensemble de l'humanité les a oubliés, sauf les PJ. Et alors pourquoi les PJ? Parce que les PJ, en fait, ce sont des avatars, donc ils font partie on va dire euh, ils ont un destin particulier, qui ne sont pas les seuls à avoir, hein. Il y a aussi quelques PNJ qui sont comme eux. Mhm. Mais cette particularité, c'est qu'en fait, ils sont la réincarnation d'une de ces divinités, d'un de ces devas. Du coup, ils font des rêves d'un endroit qui est le mont Sumeru, avec la cité en ruine de Svargaloka. Cette cité, c'est la cité des dieux. Personne s'en occupe, personne n'y va parce qu'en plus c'est dangereux. Il y a plein de démons autour, etc. Hmm. Des démons qui ont une bonne raison d'être là d'ailleurs. Et en fait, ils en rêvent et ils finissent par y aller. Et ils finissent par y trouver un objet qu'on appelle une Devastra. Alors cet objet, il y a beaucoup de gens qui pensent, quand on parle Devastra, ils pensent à une arme. Forcément, en plus, tout à l'heure tu montrais la couverture. Sur la couverture de la première édition, il y a plein d'épées là. Oui. Donc la première chose à laquelle on pense, c'est des jeux comme Bloodlust, etc. Donc c'est une arme. Bah, en fait, non, une Devastra, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une arme, ça peut être un bouclier, ça peut être une armure, ça peut être une paire de sandales, ça peut être un collier, ça peut être une couronne, ça peut être n'importe quoi. Ok, c'est un artefact, on va dire, au sens large. Et ça, c'est un objet qui a été important pour la divinité en question et dans laquelle elle a mis son pouvoir de manière effectivement à ce que sa réincarnation puisse le retrouver. Ok. Et donc, de fil en aiguille, chaque fois que le dieu se réincarne, ou la déesse se réincarne, elle peut aller au mont Svargaloka, elle peut récupérer cet objet. Et malheureusement, comme il ou elle est dans un corps humain, avec un esprit humain qui a oublié des tas de choses, Hmm. effectivement, il doit réapprendre à se servir de ses pouvoirs. Et donc, il démarre, dès qu'il attrape l'objet, il est infiniment plus puissant qu'un humain, mais il est encore loin d'être un dieu.
En gros, il y a 7 niveaux de chakras. Les humains sont de niveau 1 ou 2, selon qu'ils sont plus ou moins éveillés à la spiritualité. Les avatars, ils démarrent au niveau 3. Ils ont le 3e chakra d'ouvert. Et ensuite, ils doivent ouvrir ces chakras un par un jusqu'au 7e. Alors, on parlait de shonen tout à l'heure, le 7e sens Ouais. de Saint Seiya, tout ça. Voilà, le 7e Ah chakra, c'est ouais, pareil. Voilà. les portes de Rock Lee, t'inquiète, j'ai les rêves Voilà, qui voilà, arrivent là. vous avez plein de références qui vont venir là-dessus. Et en fait, Le 7e donc sens. les avatars, ils savent quelque chose, c'est ils savent qu'ils sont de plus en plus nombreux en fait à arriver depuis quelques générations, 3-4 générations. Mais en même temps, les asuras, donc les démons qui se rappellent avoir vaincu et s'être sacrifiés pour les vaincre d'ailleurs dans le passé, et ben en fait, ils sont de retour aussi. Alors, ils n'ont jamais vraiment disparu, mais ils étaient vraiment pas nombreux, ils étaient vraiment pas puissants, et même s'ils donnaient du fil à retordre à l'humanité, ils n'auraient pas donné du fil à retordre à des devas, en fait. Hmm. Par contre, là, les avatars, bah, déjà, c'est pas des devas complets, et en plus de ça, enfin pas tout de suite, et en plus de ça, les avatars qui reviennent, ils sont plus gros, donc il y a un premier mystère qui est qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est ces pouvoirs-là? Pourquoi l'humanité a oublié les dieux? Comment elle a pu oublier qu'on existait? Parce que la seule spiritualité qui existe dans le monde, il n'y a pas de religion. On ne sait même pas ce que c'est qu'un dieu, donc il faut imaginer que l'avatar, quand il ramasse son arme, il se souvient avoir été un truc, mais ce Mm. truc, il ne sait pas vraiment ce que c'est. D'accord. Parce que les dieux, on ne sait pas ce que c'est, personne ne sait ce que c'est. La spiritualité qu'on a, c'est une spiritualité qui s'appelle la puissance juste du Dharma. Et la puissance juste du Dharma, c'est une spiritualité qui dit, bah, si je me comporte bien, si je suis mon Dharma, mon destin, bah, ça va bien se passer pour moi. Et si je me comporte mal, ça va mal se passer pour moi. Et à la fin, je serai jugé à ma mort. Et je vais me réincarner dans une créature qui sera meilleure ou une créature qui sera moins bien en fonction de si j'ai accumulé du bon ou du mauvais karma. Et donc, c'est une espèce de philosophie de vie qui est prôné par des érudits, par des prêtres, etc., les brahmanes, mais c'est une philosophie de vie, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de... Voilà. Alors que les PJ, eux, les avatars, ils se souviennent d'un panthéon de dieux façon gréco-romain, quoi, c'est-à-dire avec un dieu de la foudre, un dieu des humains, un dieu de l'amour, machin, etc. Donc ça vient d'où tout ça, et c'est quoi, et pourquoi? Bah, tout ça, c'est des secrets à découvrir. Et en plus, les avatars, donc, je vous l'ai dit, ils sont super puissants, dès le départ. Mm. Et on est dans un monde où, en fait, la civilisation, elle a avancé depuis la chute des dieux, elle a continué, etc. Et 3 nations sont apparues, plus des cités-États, et ces nations, en fait, elles s'entendent pas forcément toutes très bien entre elles. On est dans un monde qui est au bord de la guerre. L'arrivée des Asuras va encore déstabiliser les choses. L'arrivée des avatars aussi. On a plein de factions secrètes, plein de sociétés qui essaient plus ou moins de transformer l'avenir du monde, mais à leur sauce à eux, ils sont pas d'accord entre eux, quoi. Sur ce que devrait devenir le monde plus tard. Et tous ces gens-là, quand ils voient arriver les avatars, ils se disent, ah, c'est génial, on a des petits jeunes là, ils ont des super pouvoirs, il faut à tout prix qu'ils travaillent pour nous. Mm. Et les PJ vont devoir choisir dans quel camp ils vont, mais des camps sur lesquels ils savent pas grand-chose au départ. Donc en fait, c'est difficile de choisir dans ces cas-là. Et effectivement, il y a un côté dans le jeu, il y a un côté jeu à faction, jeu à complot, jeu à secret, plein de secrets à découvrir. C'est vraiment Ok. une pièce majeure du jeu. Et après, il y a une autre pièce majeure du jeu, c'est les tropes du shonen, c'est-à-dire des personnages qui sont très puissants, qui sont littéralement, en anglais on dit world shattering, c'est-à-dire ils sont capables de changer la face du monde, mais ils ne sont Mm. pas les seuls, il y en a d'autres comme eux, ils vont devoir voir s'ils s'allient ou pas avec eux, s'ils les combattent, etc. Et puis en plus, il y a une menace extérieure qu'ils doivent combattre. Et l'idée du shonen, hein, la grande idée du shonen, c'est des héros qui se révèlent dans le conflit, alors pas forcément dans l'affrontement physique, pas que l'affrontement physique. C'est vrai que les shonen sont remplis de combats, mais l'affrontement physique, c'est un des types d'affrontements possibles. Il peut y avoir des tas de types de rivalités et des tas de types d'adversités. Et en fait, c'est le héros se révèle dans le fait d'avoir des grands pouvoirs et donc des grandes responsabilités. Je suis désolé d'utiliser des tropes comme ça du comics, mais c'est comme ça. Et il se révèle aussi dans l'adversité, comment il la gère, quelles sont, entre guillemets, les personnes avec qui il va se dire ben ok, on s'est battu, on n'est peut-être pas d'accord, mais on se respecte. Les personnes dont il va se dire non, c'est pas possible, là ça va trop loin, il faut, Oui, oui. faut aller jusqu'à l'élimination, il faut qu'on te sorte de l'équation. Mm. Et les PJ vont du coup avoir énormément de choix à faire comme ça. Alors ça démarre tout doucement, ça démarre vraiment par la campagne qu'on a écrite, elle est vraiment en mode accompagnement pour que les PJ puissent découvrir ça petit à petit. Donc au début, bah, c'est un petit peu des héros, c'est des super-héros quoi. C'est-à-dire que c'est comme des aventuriers de médiéval fantastique à qui on aurait confié des vrais super-pouvoirs de super-héros.
Ouais. Et donc du coup, ils sont très très forts, ils peuvent faire des tas de trucs, ils vont sauver des villages, ils vont machin. Mais petit à petit, ben, les différentes facettes du monde vont leur apparaître. Ils vont devoir faire des choix de plus en plus compliqués. Et on les emmène vers effectivement une dimension de jeu qui n'est possible, je pense, qu'avec ces jeux-là, quoi, qu'avec ce type de jeu-là. Puisque bah, effectivement, on peut être des héros dans un monde. Il y a plein d'univers de jeux de rôle dans lequel on peut avoir un comportement héroïque et être des véritables héros au sens même tragique du terme. Et pour autant, on n'a pas beaucoup de pouvoir et on est dans un monde sur lequel on n'aura pas beaucoup d'influence. Et au final, quelque part, c'est toujours le MJ. Entre guillemets, c'est toujours le setting que le MJ propose qui gagne, et les PJ, eux, en fait, ils essaient de tirer leur épingle là-dessus à leur échelle, à leur niveau. Ouais. Mais ils vont pas radicalement changer la face du monde, bouleverser des pays, transformer les frontières, etc. aussi facilement que ça. En tout cas, ça vient pas comme ça, quoi. Là, les PJ démarrent dès le début. Effectivement, avec un niveau de puissance très élevé. Alors après, derrière, parfois on me pose la question comment on peut passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire d'un niveau, enfin, comment on peut progresser encore, comment on peut effectivement On passe à un continuer niveau de supérieur voilà, par rapport à comment on ça, peut passer quoi. d'un niveau supérieur. Je dis mais il suffit de regarder les séries dont on s'inspire. C'est-à-dire que grosso modo, quand on regarde un personnage de Dragon Ball ou un personnage de Saint Seiya, dès le début, il est beaucoup plus fort que l'humain normal. Oui. Dès le départ. Si on regarde une série comics de Superman, c'est pareil, dès le départ, il est plus fort que. Voilà. Alors, il s'avère que dans les comics, les personnages, ils progressent pas beaucoup. C'est la grosse différence avec le shonen. C'est vrai. C'est-à-dire que dans les comics, en fait, il y a un espèce d'effet de balancier, ils peuvent changer, mais au bout d'un moment, il y a toujours un reset de l'univers qui les ramène à leur niveau de puissance standard. Alors que dans les mangas, c'est pas comme ça. Le niveau de puissance, il ne fait que monter. C'est-à-dire entre Dragon Ball et Dragon Ball Super, eh ben, il y a une évolution, et cette évolution, elle va vers le fantastiquement plus puissant. Et c'est pareil avec Saint Seiya, et c'est pareil avec Fairy Tail, et c'est pareil avec enfin tous. Voilà. Et ce truc-là, on l'a inclus, nous, dans cette histoire avec les chakras. Et voilà, on a créé un jeu dans lequel ces tropes-là, j'ai de plus en plus de pouvoir, et du coup, les défis sont de plus en plus grands. C'est inclus dans le jeu et dans les conseils qu'on donne aux MJ, en fait. Est-ce que ça oblige le système à être de plus en plus lourd pour Alors, émuler le fait que les personnages sont de plus en plus puissants avec une adversité de plus en plus puissante? voilà, justement, toute l'idée, en fait, ça, on a pas mal été aidé par, je dirais, les différentes inspirations qu'on avait, qui viennent du monde, on va dire, des jeux de super-héros, justement, et qui viennent des systèmes qui existaient déjà dans les 2 premières éditions de Devastra. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grosse différence entre les pouvoirs de niveau 1, 2, 3 et les pouvoirs de niveau 4, 5, 6, 7. Ça, c'est clair. Et cette différence, c'est vraiment une différence qui est de plus en plus marquée. Par contre, ça complexifie pas le système, dans le sens où un pouvoir de niveau 7, il marche pareil qu'un pouvoir de niveau 3. C'est juste que ses effets sont très différents. L'échelle de ces effets sont différents. Et la quantité de bonus et d'actions qu'il rend possible sont très différentes. En revanche, le cœur du système, c'est toujours le même. Donc on n'alourdit pas du tout le système, en fait. De toute façon, on pourra vous montrer quelques exemples, hein. On va vous diffuser tout à l'heure les pré-tirés en fait, du kit. Et vous aurez donc accès à quelques pouvoirs, hein, vous pourrez juger directement. Ok, il y avait une question de Oran qui demandait si les PJ peuvent être la réincarnation potentielle d'un même Deva ou chacun est unique. Alors, chacun est unique, pour faire court, hein, chacun est unique. En fait, nous, ce qu'on propose dans le jeu, c'est on dit, bah voilà, ce Deva-là, on donne l'interprétation Devastra, entre guillemets, de l'univers de Prithivi, de cette mythologie indienne-là. Donc par exemple, on va expliquer comment est Ganesh dans Prithivi, comment est Hanuman dans Prithivi, comment est Shiva dans Prithivi, ça on va expliquer. Après derrière, on va proposer en général une Devastra prête à jouer, qui va avec, et puis des suggestions d'autres Devastra qui pourraient être choisies par le MJ. Et en fait, effectivement, un PJ va être associé à un Deva et un seul, et il est le seul à être l'héritier de ce Deva-là. Donc chaque PJ vont choisir des Devas différents. Les Devas qui ne sont pas choisis par les PJ pourraient être éventuellement attribués à des PNJ, mais on a aussi des Devas qu'on ne propose pas littéralement aux PJ, et en général qui sont plus obscurs, et qu'on a déjà associés à certains PNJ dans la campagne. Après, ça s'arrange, hein, parce qu'il y a tellement de Devas, hein, c'est un monde, l'Inde, c'est une mythologie avec des quantités astronomiques de dieux. Et donc, s'il y a un dieu du vent qui a été pris par les PJ et qu'il y a un PNJ qui était censé avoir le dieu du vent, et ben, on prend un dieu des tempêtes et puis ça passe, quoi. Voilà.
Donc, grosso modo, l'idée, c'est une association unique, mais dans un univers donné. C'est-à-dire que si vous jouez avec plusieurs tables, etc., bah, ça pourra être rechangé à chaque fois. Et donc, deux campagnes différentes avec des personnes différentes ne vont pas forcément se ressembler. Parce que c'est pas rigide en fait, hein. C'est-à-dire chaque divinité, on peut un petit peu l'arranger à sa sauce avec des pouvoirs différents, avec un fonctionnement de Devastra différent si on veut. Donc il y a quand même beaucoup de souplesse là-dessus, sur ce qu'on peut faire. Par contre, oui, dans une partie donnée, sur une table donnée, il n'y a qu'un seul dieu par. Enfin, chaque avatar n'est l'avatar que d'un seul dieu et vice-versa. C'est vraiment complètement lié, quoi. Ok, très bien. C'est à toi du coup Ouais, on va. Niveau de création de personnages, est-ce que vous voulez attendre qu'on monte peut-être les personnages pour parler de création et trucs comme ça? Enfin, mécanique de création, hein, c'était plus en gros qu'est-ce qu'on choisit, comment. Oui, Est-ce qu'on a voilà. des carades, des compétences, quel dé, enfin. Après, ouais, c'est un peu du système de jeu aussi, tu vas me dire. Donc, Bah, est-ce qu'on C'est fait comme peut-être. vous voulez, on peut parler de système de jeu si vous voulez d'abord, et puis oui, après de on peut création, ce parler. sera peut-être Ouais, plus et simple. après, on ira voir les fiches de prêt tirées pour parler un petit Alors, peu des personnages. le système de jeu, parce que je vois qu'il y a une question qui est est-ce que le système change beaucoup par rapport aux deux précédentes éditions? Alors oui et non. Non, parce que dans le principe, on est sur le même genre de. On a voulu faire quelque chose qui est sur le même genre de. On va dire de niveau de détail, sur le même esprit. Voilà. Ok. Après, il y a, on va dire, des changements. On a rajouté beaucoup de souplesse et on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie en fait du jeu. Donc je vais donner plusieurs exemples. Donc de manière très très simple, le système, c'est j'ai une valeur sur ma feuille qui va être utile pour faire une action. Je prends le nombre de D6 là dans les mains. Je lance ces D6 là contre un facteur de difficulté. Chaque dé est considéré seul face au facteur de difficulté. Et s'il est Ok. supérieur ou égal au facteur de difficulté, il compte comme un succès. À partir du moment où j'ai un succès, j'ai réussi. Si j'en ai plus, j'ai mieux réussi. Ça va tout de Ok. suite vous rappeler quelque chose. Il y a des tas de systèmes très connus qui marchent comme ça, dont un certain système avec des D10 qui est hyper connu. Donc c'est pas du tout, je dirais, c'est pas du tout surprenant. Bah, le fait de lancer plein de dés, ça va aussi dans le sens de, bah, effectivement, pour rendre quelqu'un de très très compétent, effectivement, on a cette mécanique, hein, avec certains pouvoirs, on va lancer beaucoup de dés. Et avec certaines mécaniques de jeu, on va dire plus que des pouvoirs, mais on va pouvoir lancer beaucoup plus de dés. Et avec certains pouvoirs, on va même carrément pouvoir avoir des succès automatiques qui peuvent tomber. Donc effectivement, ça rend les personnages qui ont accès à ce genre de pouvoir et à ce genre de technique surhumains. Mais c'est ultra simple. Ok. À partir de là, il y avait des éléments qui existaient dans la V1 et dans la V2. Typiquement, dans la V1 et dans la V2, les jets d'initiative, ça permettait effectivement d'accumuler des points, entre guillemets, qui permettaient, quand on les mettait en attaque, d'avoir des bonus, quand on les mettait en défense, d'avoir d'autres bonus, et puis de mettre des actions supplémentaires, etc. Donc ce système-là, il est vachement bien, mais il oblige les gens à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire de mes points, etc. Et puis à se souvenir de combien j'en avais et tout. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a accessoirisé ce truc-là. Donc aujourd'hui, en fait, ce genre de jet-là, qui est fait légèrement différemment d'ailleurs, mais ce genre de jet-là va permettre au personnage d'accumuler des jetons. On appelle des jetons de Shakti. La Shakti, c'est quelque part l'ascendant qu'on va avoir sur les autres personnes qui sont dans l'affrontement. Et on ne parle pas que d'affrontement physique, hein, on peut être dans une joute verbale à la cour d'un roi. Et donc on peut accumuler de la Shakti, ce qui nous permet de faire plein de choses en rapport avec les shonen. C'est-à-dire que, par exemple, accumuler de la Shakti, c'est une action, et c'est une action pendant laquelle on peut décrire qu'on est en train de se stupéfactionner sur la puissance extrême de ses adversaires. Donc on fait un truc vraiment très shonen. Voilà. Ça peut aussi être j'ai préparé mon coup à l'avance, ça peut aussi être. Enfin, il y a des tas de façons de justifier qu'on fait un jet pour récupérer de la Shakti. Et cette Shakti, ensuite, on va pouvoir la dépenser en attaque, en défense, pour avoir des actions supplémentaires, pour agir plus vite, etc. Et donc il y a un côté un petit peu tactique, mais c'est très facile parce qu'en fait on a les jetons, et vous verrez quand on regardera les fiches de personnages tout à l'heure, les jetons ils se posent sur la feuille. Donc c'est vraiment très visuel, très accessoirisé, très facile. Et après derrière, le jet de dés il est très simple, il est à lecture directe entre guillemets, avec je compte mes succès et voilà quoi. Et voilà, après, c'est des choses très classiques, hein. On a l'Atman qui est en fait les points de magie, on a le Prana, hein, qui veut dire le souffle, c'est en fait anciennement la vitalité sur le jeu d'avant. Alors pourquoi on l'a appelé différemment? Parce qu'en fait sur le jeu d'avant, la vitalité c'était vraiment les points de vie. Ok.
Là aujourd'hui, le souffle, c'est pas ça. Le souffle, c'est le prana, c'est vraiment un concept qui dit c'est à la fois est-ce que je suis en forme, est-ce que je suis fatigué, est-ce que je suis pas démoralisé, est-ce que voilà. Et donc il y a plusieurs façons de perdre un combat. On peut perdre un combat parce qu'on est blessé, on peut perdre un combat parce qu'on est démoralisé, on peut perdre un combat parce que on a été ramené à la raison. C'est-à-dire que grosso modo, on s'est rendu compte que notre raison de nous battre, elle était mauvaise. Et ça, c'est valable pour les PJ comme pour les PNJ. C'est-à-dire que vaincre des PNJ, ça ne veut pas forcément dire les tabasser à mort. Oui, Ça peut ok. vouloir dire les Yes. convaincre de rejoindre notre cause. Et ça, c'est très shonen aussi. Adopte mon Indo, oui, je l'ai. Voilà, voilà. Donc on est vraiment sur ce genre de choses, ce genre de mécanisme. Et donc donc le système de base, il est comme ça. Et le système de pouvoir qui vient par-dessus, il est vraiment très... c'est pareil, très orienté sur des choses qui vont, entre guillemets, donner plus de dés, ou des succès, ou le fait de relancer les 6, voire même les 5 sur un G. Ça va représenter en fait des façons d'aborder les pouvoirs qu'on a. Ça va affecter que des situations bien précises. En fait, un pouvoir, avant tout, c'est un petit peu comme ce que vous trouvez dans les Champions, Fusion, Mutant and Mastermind, etc. C'est-à-dire que toutes les attaques, tous les pouvoirs d'attaque, c'est des pouvoirs d'attaque. Et ce qui les différencie, c'est des effets spéciaux. Il y a les pouvoirs d'attaque de glace, il y a les pouvoirs d'attaque de feu, il y a les pouvoirs d'attaque mentale, etc. Et le fait qu'il y ait un effet spécial veut dire qu'en face, il y a certaines défenses qui seront plus ou moins efficaces. Et donc, c'est aussi simple qu'un espèce de petit Shifumi, quoi, à l'échelle de la compréhension qu'on a de l'action. Et surtout, ce qui va rendre le truc intéressant dans le jeu, c'est qu'on est sur on n'est pas sur des attaques, entre guillemets, qui sont codifiées, qui sont rigides. On est sur des choses où on va effectivement plutôt se baser sur la description que le PJ va faire de comment il sert de ses pouvoirs, avec des pouvoirs iconiques qui sont codifiés dans sa Devastra, et donc sur lesquels il peut se reposer comme étant des mécaniques qu'il va utiliser tout le temps. C'est le météore de Pégase, c'est le Kamehameha, c'est les trucs dont il utilise tout le temps. Et après, avec d'autres mécaniques à côté, comme la conviction, le Shakti, etc., qui permettent de se dépasser et de faire des choses qui ne sont pas forcément exactement prévues telles quelles sur la fiche, mais qui sont entre guillemets avec un coût supplémentaire, puisqu'il faut s'être concentré avant, avoir sacrifié des jetons, avoir des ressources, etc. Et puis, grosso modo, il y a une espèce de... comme dans tous les jeux de rôle, hein, il y a une espèce de petite négociation entre les interprétations qu'en a le PJ et le MJ. Sur est-ce que oui ou non le fait que moi j'ai des attaques de glace, ça peut arrêter une attaque de feu, ou est-ce qu'au contraire ça me rend vulnérable au feu. Ça va dépendre un peu de ce que les joueurs ont envie de faire et de comment ils interprètent l'histoire. Parce qu'on est quand même là pour raconter une histoire. La mécanique, elle est là pour pousser les joueurs à raconter l'histoire tous dans le même sens. Ça me fait beaucoup penser, vu que y a Romain D'Huissier aux manettes aussi. On sent quand même l'inspiration de Brigade Chimérique, Hexagone, sur le côté pouvoir, où au final, un pouvoir, c'est un pouvoir, et la seule chose qui les différencie, c'est l'emballage. C'est la manière dont tu le décris, mécaniquement, en fait, ils sont tous identiques, c'est des pouvoirs d'attaque, quoi. Oui, et c'est exactement ça en fait, et c'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans les jeux de super-héros, donc effectivement, comme Romain a travaillé avec nous, forcément on retrouve ça, parce que c'était présent déjà aussi dans les Devastra, les éditions précédentes de Devastra. Les gens qui ont l'habitude de jouer à Devastra première et deuxième édition, ils vont pas être surpris par le système de pouvoir, ça c'est clair. Par contre, la grosse différence, c'est que le système de pouvoir dans Devastra première et deuxième édition, c'était le métasystème pour créer les pouvoirs, et le MJ se débrouille avec ça. Nous, c'est pas ça. Nous, il y a un métasystème de création de pouvoir, et tous les MJ et tous les PJ peuvent l'utiliser s'ils ont envie de mettre les mains dans la technique. Mais ils peuvent prendre des choses tout près, quoi. On fournit, je parlais tout à l'heure de Mutant and Mastermind. Dans Mutant and Mastermind, il y a ce qu'on appelle les profils de pouvoir, c'est-à-dire des pouvoirs tout près. Et donc nous, on fournit pas les choses sous le même format, mais on fournit quand même des Devastra prêts à jouer, qui peuvent être utilisés tels quels, ou qui peuvent être utilisés comme des inspirations de pouvoir tout fait. En fait, ça me permet d'embrayer sur la création de personnages, dont on parlait tout à l'heure. Il y a plusieurs façons de créer son personnage. La première, c'est, comme dans beaucoup de jeux, c'est de prendre un prêt tiré. Donc là, dans le kit de démonstration, d'initiation, c'est un prêt tiré. Il n'y a pas le choix, parce que les règles de création de personnages ne sont pas dedans. La deuxième façon, c'est de dire, moi, je vais créer mon avatar. Donc je vais créer l'humain que j'étais avant de ramasser ma Devastra. Par contre, je vais choisir un Deva tout fait, avec sa Devastra toute faite, et je vais prendre tous les pouvoirs de la Devastra toute faite telle qu'elle. C'est la deuxième façon de créer son personnage. La troisième façon de créer son personnage, c'est de dire, je vais créer mon avatar, je vais choisir un Deva, mais sa Devastra, elle me plaît pas.
Donc je vais fabriquer une nouvelle Devastra, et puis cette nouvelle Devastra, soit je la fabrique en utilisant le métasystème pour créer les pouvoirs à partir de zéro, soit je la fabrique en utilisant des pouvoirs que j'ai vus dans d'autres Devastra, qui me plaisent, et que je reskin, entre guillemets, avec un effet spécial qui colle à ma divinité. D'accord. Et voilà. Hmm. Donc du coup, il est évident qu'entre ces 3 ou 4 façons de créer, selon comment on les regarde, il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont moins rapides, il y en a qui sont pas du tout techniques, et il y en a qui sont un petit peu plus techniques. Alors après, créer un avatar en soi, c'est quoi? C'est choisir une caste. C'est pour ça que je disais, on se rapproche des jeux à faction. C'est choisir une caste. Est-ce qu'on est Kshatriya, c'est-à-dire guerrier noble? Est-ce qu'on est Brahman, c'est-à-dire Oui. quelqu'un qui fait partie de la caste spirituelle, Hmm. des érudits, des médecins, etc. Est-ce qu'on est Vaisya, c'est-à-dire on fait partie du peuple, donc on a typiquement des marchands, des artisans, des artistes, etc. Ou est-ce qu'on est Soudra, c'est-à-dire on est vraiment les intouchables, et donc potentiellement on est un espion, un malfrat, un vaurien, voilà. Ça, c'est les 4 grandes castes. Une fois qu'on a choisi ces 4 grandes castes, on peut choisir librement dans tout un tas d'enseignements qui permettent en fait de dire, bah, moi, mon personnage, son historique, les choses qu'il a faites, comment je pourrais dire, la petite capacité spéciale que je veux lui donner, ou la petite école dans laquelle il a appris, c'est celle-là, en tant qu'humain, hein. Et puis la troisième chose qu'on va choisir, c'est un dharma. Alors le dharma, c'est quoi? C'est une voie, alors au sens du monde de Prithvi, c'est le destin. C'est ce que le monde attend de vous. Au D'accord. sens du jeu et de comment on s'en sert dans la mécanique de jeu, c'est un archétype de shonen. Par exemple, le dilettante, c'est-à-dire celui qui est là un petit peu par hasard et qui préfère s'amuser. Ça peut être la tête brûlée, c'est-à-dire celui qui fonce dans le tas sans réfléchir. Ça peut être l'acharné, c'est-à-dire celui qui s'est donné un but et qui fera tout ce qu'il peut pour y arriver, même si ça veut dire écraser tous ses adversaires. Ça peut être le ténébreux, celui qui est un petit peu repenti, qui accepte de se salir les mains pour les autres, etc. Enfin, on en a plein. Plus d'ailleurs que dans les 2 premières éditions. Et donc, une fois qu'on a choisi sa caste, son enseignement, son dharma, on a déjà les grandes lignes du personnage. Et après, le reste, c'est une répartition de points. C'est choisir des spécialités, mettre des points dans des caractéristiques, etc. Donc c'est assez facile. Créer un avatar, ça va vite, en fait. Ok. Et après, derrière, c'est créer une Devastra qui peut prendre un peu plus de temps, mais du coup, on a mis des accélérateurs et surtout des guides, des choses qui Hmm. permettent aux personnages débutants d'avoir quelque chose qui marche et qui marche bien D'accord. très vite. C'est tout prêt avec les petits Voilà, trucs à configurer à voilà. droite et à gauche, mais pour le personnaliser, quoi. Voilà. Ok. Et c'est pareil en fait, quand le personnage évolue, sa Devastra évolue avec lui, c'est-à-dire que quand il ouvre des chakras, il découvre des nouveaux pouvoirs de sa Devastra. Et la manière de trouver les nouveaux pouvoirs, en fait, ça peut être de créer un pouvoir à partir de zéro si on a pris l'habitude du système et qu'on a envie de se créer son truc custom, ou bien ça peut être suivre l'ensemble des niveaux qu'on a prévus à l'avance dans le livre, parce que bah, la personne, elle a, je sais pas moi, elle a pris Shiva, elle a le trident de Shiva, et puis elle suit la recette jusqu'au bout, comme on suivrait une classe de personnage sur d'autres jeux, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Le maître mot du truc, c'est de la souplesse et du choix, en fait. On veut donner aux MJ des moyens et aux PJ des moyens de choisir comment ils veulent aborder les choses. Donc tout ce qui existait déjà dans l'ancien jeu, on l'a repris. Ok. Mais toutes les choses sur lesquelles on s'est dit, ah bah c'est quand même un petit peu, enfin c'est beaucoup de travail pour le MJ, quoi. Le MJ, si le PJ il a pas envie de mettre les mains dans la mécanique, le MJ doit quand même tout faire tout seul. Bah là, effectivement, on a fourni des choses toutes faites, et c'est pareil avec les PNJ. Alors là où avant il y avait un système de PNJ qui permettait de tout créer, hein, il y avait tout ce qu'il fallait, mais par contre le MJ, en dehors des scénarios qui ont été publiés, il était obligé de faire tous les profils lui-même. Là, nous, on va D'accord. fournir un bestiaire, et dans ce bestiaire, il y a déjà plein de PNJ tout faits. Super. Des PNJ génériques Hmm. et des PNJ nommés très spécifiques qui existent dans le setting. Typiquement, tous les PNJ du setting qui étaient que nommés dans les versions précédentes, maintenant leur profil existe. Ok. Voilà. J'ai Tu des avais... questions hein, qui sont Ouais, c'est ce arrivées que j'ai vu, du ouais. chat. Tu Ouais, veux ouais. tu vois. Alors, on s'inquiète dans le chat. On a une grosse inquiétude. Oui. Il faut que tu Ah. nous rassures tout le monde. Est-ce qu'il y a encore des malus de blessures comme dans les éditions précédentes? Oui. Alors, en fait, c'est légèrement différent. Ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que il y a effectivement donc le prana, il est divisé en 4 niveaux. Donc le premier niveau, c'est le niveau vaillant, dans lequel normalement on peut pas prendre de blessures et on peut pas prendre de statut. Et
dans ce niveau-là, en fait, on est, je dirais, sur le stade dans les combats shonen où les adversaires, ils se tâtonnent. C'est-à-dire, ils n'utilisent pas leur gros pouvoir, ils essayent de voir, de démoraliser l'autre, de le fatiguer, de l'impressionner, de le... Voilà. Et donc, les pertes de prana à ce niveau-là, ça représente plutôt des... on y va à tâtons, on regarde la puissance de l'adversaire, etc. Le trait d'après, c'est quand le personnage il est tenace, c'est-à-dire il a déjà commencé à prendre des coups, mais c'était pas des coups qui l'ont vraiment blessé, etc. Et là, en fait, il va perdre une de ses capacités, qui est celle d'utiliser de la conviction pour avoir des succès automatiques. Et à la place, il va gagner le fait que les 6 explosent. Donc, quand il fait des 6, il Ah, il y a avance. un peu un système John McClane, on dit quoi. Des fois, Voilà. plus tu en prends, plus tu deviens fort, on va dire. Comme dans les shonen. C'est-à-dire que, en fait, dans les shonen, au début, ils sont plutôt sur 2 et ils vont être capables de réussir des coups parfaits. Et ensuite, ils vont plutôt être capables de renverser la situation sur un, pas sur un malentendu, mais sur je me rebiffe, ou j'ai un peu du bol, ou j'ai eu une révélation, ou des choses comme ça. Après, plus on va descendre, et plus le personnage il va être vulnérable au fait de prendre des statuts et de prendre des blessures. Et les statuts et les blessures, effectivement, vont diminuer ses capacités. Donc après, il va avoir la possibilité de cramer sa conviction, non plus pour avoir des succès automatiques, mais pour ignorer ses malus. Et donc continuer. Et là, on est dans le côté je me dépasse, qu'on trouve dans les shonen aussi. C'est-à-dire le côté non, non, mais j'abandonnerai pas, je vais continuer, mais par contre, ça me coûte. Hein. Et puis vraiment, s'il est mis KO, parce qu'il y a un personnage qui peut être mis KO très très vite, hein, parce qu'il affronte un adversaire beaucoup trop fort, et puis paf, il est mis KO, et ben il peut être mis KO, et puis malgré tout, même en étant par terre, il peut cramer de la conviction pour se relever quand même. Parce que, mais non, c'est Yar, n'abandonne pas, machin, enfin, le pouvoir des amis, tes copains comptent sur toi, machin, c'est shonen, donc ça colle. Et non seulement on peut se relever quand on a des amis qui nous soutiennent, mais on peut se relever même juste en évoquant le souvenir des amis qui nous soutiennent. Donc la mécanique de jeu autorise à faire des espèces... Par contre, si on suit vraiment la règle telle qu'on l'a conçue avec Romain, tout ça, ça demande des descriptions. C'est-à-dire que si je veux pouvoir cramer mon point de conviction pour pouvoir me relever, machin, je vais devoir expliquer, je vais devoir décrire cette fameuse scène dans laquelle c'est non, je peux pas abandonner parce que j'ai toujours pas retrouvé mon frère, machin, enfin bref, un truc quoi, qui justifie que. Voilà. Et qui colle en général au Dharma, ou d'ailleurs qui colle pas, mais le fait que ça colle, enfin les héros qui affrontent leur Dharma en disant je veux m'en éloigner, c'était aussi un type de personnage un peu particulier qui, effectivement, le sujet du non, j'accepterai pas mon destin, c'est un sujet. Ça peut être un sujet comme un autre. Quoi. Ok. Deuxième question, est-ce qu'il y a toujours les techniques spéciales, secrètes et magie hors capacité des Devastra? Ça, c'est technique, j'ai pas compris la question, mais je pense que toi, oui, peut-être. Alors, ça dépend de quoi on parle. Donc, il y a toujours les enseignements. Donc, c'est des techniques secrètes, effectivement, en dehors des Devastra. Et ça existe toujours. Et on a autre chose qui est les mantras et les mandalas, qui sont vraiment la magie. Qui est réservé aux brahmanes. Enfin, techniquement, n'importe qui peut l'apprendre, mais c'est hérétique si c'est pas des brahmanes. Donc après, chacun prend les risques qu'il veut. Et sachant qu'il y a des factions qui apprécient plus ou moins qu'on fasse des choses qui ne sont pas autorisées. Mais voilà, donc il y a effectivement des pouvoirs qui ne sont pas dans les Devastra. Il y a aussi les autres astras, c'est-à-dire les asuras, ils ont des asurastras, donc qui peuvent être maniés que par les asuras. Mais les humains, ils ont des Aryastras. Donc le peuple de Prithivi s'appelle les Aryas. Et les Aryastras, c'est des armes que les humains peuvent manipuler, enfin des objets magiques que les humains peuvent manipuler. Ils sont beaucoup moins puissants qu'une Devastra, vraiment beaucoup moins. Par contre, comme les PJ sont aussi humains, ils peuvent aussi se servir éventuellement d'Aryastra. Donc on peut aussi avoir des PJ qui décident de faire une construction de personnage en mode je collectionne les objets magiques, éventuellement. Pas forcément facile à trouver, c'est pas forcément. Voilà, c'est toute une histoire pour en avoir plusieurs, mais pourquoi pas. Genre des boules de cristal, par exemple. Pourquoi enfin, pas dans le sens faire des vœux, mais effectivement, on pourrait avoir des objets comme ça qui nécessitent de collectionner plusieurs choses. Ok. Je voyais une question qui parlait est-ce qu'on est dans le contemporain? Alors, pas du tout. On est dans le médiéval. Ceci dit, peut-être que c'est une idée à garder pour la suite. C'est toujours bien d'avoir un œil. Effectivement. Mais ok. Non. Est-ce qu'on regarderait pas les pré-tirés du coup pour un peu assimiler ce qu'on vient de dire et Allez, la première exclue là. Allez là. Attends, je trouve Allez, la scène. Les gens ils sont là pour ça. Du coup, attends, je vais regarder le stream du coup. Je vais le mettre en bonne qualité. Il y a un truc bizarre derrière, je sais pas pourquoi.
Waouh, c'est l'Inception. Oui, attends, T'as pas fait une capture d'écran? Tac. Si, non, mais c'est Allez, parce que allez, si, me fais- j'avais deux Non, sources. mec, j'allais faire des trucs comme dans Matrix, là. C'était trop... Non, bon, d'accord. Ok. Bon, Ok. donc, Alors, premier pré-tiré, donc... tous les pré-tirés, hein, ils sont présentés comme ça, donc avec l'illustration pleine page en premier, Hmm. l'affiche. Donc c'est un 4 pages qui s'ouvre avec l'illustration devant, le background derrière et l'affiche qui s'ouvre devant au milieu. Donc en fait, les personnes, elles ont l'affiche comme ça. Donc là, ce que vous voyez sur l'affiche, donc à gauche, c'est ce qui concerne l'avatar. Donc on va retrouver Ok. ses domaines et ses spécialités. Donc les domaines avec les scores, c'est le nombre de dés qu'il va lancer, éventuellement des bonus de dés qui lui viennent de ses pouvoirs. En mode permanent, des spécialités donc qui vont lui permettre de lancer un dé de plus quand il est spécialisé dans ce domaine-là. En dessous de ce bloc-là, vous voyez l'enseignement, hein, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une petite technique particulière qui vient de sa vie passée en fait, Mhm. donc qui est juste en dessous. Donc voilà, elles ont des petits effets différents. C'est effectivement les techniques, hein, comme je sais que c'est un terme qui est utilisé dans d'autres jeux. C'est un peu ça, effectivement, c'est une technique Ah, et on a à secrète. côté des domaines l'abréviation DMI, Voilà, DSO, donc exactement. DPH, comme ça on voit. Ok, ok, très Voilà, bien. exactement. C'est bien ça. Donc juste en dessous, il y a les fameux niveaux de prana, hein, dont je parlais, hein, les 4 niveaux de prana que les humains ont tous, y compris les PJ, et puis le Mhm. niveau transcendantal qui est entre guillemets une espèce de transformation Super Saiyan, alors qui est pas détaillé dans le kit en fait, parce qu'on n'avait pas la place de tout détailler, mais qui existe dans le jeu, Mais qui est c'est très le très premier truc intéressante. que j'aurais détaillé, perso, dans un kit. En fait, la transcendance, c'est une mécanique qui permet, pendant un court instant, de vraiment obtenir un pouvoir divin beaucoup plus grand. Mais il y a un prix à payer, en fait. Dans le sens où à chaque fois que l'avatar fait appel à ça, il perd un petit bout de son humanité, en fait. Et alors, le dieu vient en lui complètement, il fait des choses formidables, et puis quand le dieu repart, il repart Un avec petit bout. quelque chose, quoi. Ok. Donc le mécanisme de conviction, hein, donc tout ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, en fait, c'est que clairement, hein, pendant le jeu, on a une pile de conviction et on crame des points un peu comme on veut. Mhm. Ok. Le mécanisme de Shakti, donc qui est le mécanisme un peu qui avant s'appelait la réserve d'initiative sur les anciennes C'est le petit éditions. jeton que tu vas Donc rajouter. c'est les fameux jetons. Donc en fait, Mhm. pourquoi on a mis comme ça les 7 niveaux d'initiative? C'est parce qu'en fait, un round est divisé en 7 phases. Donc en fait, le MJ, quand il fait des rounds de combat, il va dire qui agit en 7, qui agit en 6, qui agit en 5, etc. jusqu'à ce que tout le monde ait agi. Ah, comme Donc dans, c'est enfin, un très peu très comme dans facile. les partisans là, les Zagoons. Voilà, Oui. exactement. Et en fait, la manière dont les PJ, en fait, au début du tour, ils vont mettre des jetons là où ils veulent agir. Et en fait, il y a des petites règles de placement de jetons qui sont finalement très très simples. C'est qu'on a un jeton offert, le jeton d'action. Mhm. Et on peut cramer des jetons de Shakti pour faire des actions supplémentaires. Donc, pour te Mais placer à d'autres endroits sur la pour te piste, placer c'est à ça? d'autres endroits. Mais Ok, par ok. contre, la somme de tous les chiffres où on s'est placé, ça ne Mhm. doit pas dépasser le score d'initiative total. Donc Voilà, si par ok. exemple Ouais. j'agissais en 6, bah, je peux agir une fois en 6, ou je peux agir en 3, en 2 et en 1, mais ça m'aura Mhm. coûté 2 points de Shakti. Ouais, on est Puisque Voilà. complètement j'aurais mis sur 3 jetons. Voilà. du Oui, hexagone, là. Ouais. quand on a joué à Hexagone, je pense que tu trouves ça beaucoup plus logique finalement. Ouais. Et Ouais. le fait de mettre des jetons sur la feuille, ça rend les choses ultra Mhm. simples. Parce qu'en fait, c'est ultra visuel, donc on le fait une fois, 2 fois, et puis c'est bon, on a compris. Et ça va relativement vite, parce qu'en fait, les PJ, au début, ils se posent un peu des questions, oui, alors où je dois mettre mes jetons, etc. Mais en fait, petit à petit, quand ils jouent, hein, on l'a vu en playtest, ils ont leur configuration de base. C'est-à-dire qu'à moins d'être dans une situation dans laquelle ils sont dans une situation inhabituelle, et où du coup ils doivent réfléchir à une tactique, sinon la plupart du temps, ils ont une configuration qu'ils aiment bien, ou 2 ou 3 configurations qu'ils aiment bien quand ils commencent à avoir de la bouteille, et en fait ils vont en choisir une, et puis voilà, et à chaque tour ça va très vite du coup. Hmm. D'accord. Donc sur la droite, on a les pouvoirs de Devastra. Donc toutes les Devastra, elles ont 7 pouvoirs, et il y en a 3 qui sont activés dès la création. Le pouvoir de niveau 1, il coûte 1 point de magie, le deuxième 2 points de magie, le troisième 3 points de magie, ils ont des effets. Donc on va retrouver en fait dans cette partie-là effectivement des pouvoirs qui peuvent être aussi variés que des Mhm. pouvoirs de mouvement, des pouvoirs d'attaque, des pouvoirs de protection, des pouvoirs de soins, des pouvoirs de transformation, des pouvoirs mentaux, des pouvoirs d'invocation, d'illusion. Enfin, on peut vraiment trouver plein de choses.
Ok. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait un petit échantillon là dans le kit avec des pouvoirs qui sont relativement faciles à utiliser Oui, c'est un kit. et qui sont un petit peu, comment je pourrais dire, un peu direct, hein, un peu, voilà, un peu. Mais on a quand même essayé de montrer la variété des choses. C'est-à-dire que bah, là, typiquement, le premier personnage, c'était un personnage très physique, très basé sur le nombre d'actions, la vitesse, etc. Là, ce personnage-là, donc Chandra, c'est un personnage qui est une magicienne, donc une brahmane. Elle est basée sur on va dire des techniques qui sont beaucoup plus. Quand c'est des techniques d'attaque, c'est des techniques un petit peu de zone ou qui demandent un peu de préparation. Et en dehors de ça, c'est un personnage qui est très versé dans le fait de percer à jour les secrets, comprendre les choses invisibles, ce genre de choses. Donc il fait une bonne enquêtrice, entre guillemets. Mm. Il y a, si tu ouvres Valajatna, donc c'est la personne avec l'arc, ah bah ça c'est Kali. Donc Kali, c'est quelqu'un qui va être plutôt orienté sur le fait de, effectivement, donc c'est une soudra, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de survivre dans des conditions difficiles, puisqu'elle vient des Intouchables, et elle va plutôt être orientée sur la furtivité. C'est un peu la rogue si on compare avec d'autres jeux connus. Oui. C'est-à-dire qu'elle va faire des attaques furtives dans le Non, dos, j'arrête. etc. Quoi. Celui-là est très cool, Euh, hein. L'avatar bondit d'ombre en ombre et peut voir clairement dans Ah, déjà, son l'obscurité. prénom est voilà. cool. Mais, Téléportation uniquement vers un lieu que l'avatar peut voir uniquement dans les ombres ou dans l'obscurité. Donc ça Voilà. fait vraiment... ouais, Elle se j'aime bien. téléporte dans les ombres, elle fait des attaques furtives. Avec le Elle a poison. un pouvoir qui, en fait, c'est les poisons de l'âme. C'est-à-dire que, grosso modo, plus la personne qu'elle frappe a commis des crimes ou des choses comme ça, parce que Kali, c'est quand même une déesse de la vengeance à la base, et plus son pouvoir va être efficace. Ok. Donc, voilà, c'est le genre de choses qu'on met en musique dans les règles de jeu. Et si vous prenez Valajatna, donc, qui est le personnage avec l'arc, c'est un personnage ultra social. Alors, Attends, ça, c'est Yama. attends, c'est celui-là. Voilà. C'est ça, voilà. Donc celui-là, c'est un personnage ultra social. Donc effectivement, Yama, c'est Kama, pardon. Kama, c'est le dieu de l'amour. lui, c'est clairement un C'est chevalier du poisson, hein. Je suis désolé, mais c'est le dieu de l'amour et de la paix en fait dans bah, c'est Devastra. Kama du poisson, ouais. Tous les jours. Et on voit qu'effectivement, ses pouvoirs, c'est plutôt des pouvoirs pour soutenir ses potes, c'est plutôt des pouvoirs pour essayer de décourager les adversaires et les empêcher de se battre. C'est des pouvoirs qui ont effectivement lui permettre de gagner des joutes verbales. C'est le personnage de combat social hein, dans le kit qu'on a fabriqué. Voilà. Donc ils ont chacun leur petite spécialité. Ils représentent. On a essayé de mettre un éventail avec toutes les castes. On a essayé de mettre effectivement des personnages qui sont très différents graphiquement aussi, hein, pour montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc ça, Shankar, c'est le Kshatriya. Donc lui, Le paladin du groupe, lui. c'est avant tout effectivement un stratège, mais il a le côté un peu paladintesque, effectivement, dans le sens où lui, ce qu'il cherche, c'est effectivement punir c'est de la justice divine, quoi. C'est donc punir les Asuras. Et ceux qui travaillent avec les Asuras, accessoirement. Et il est un peu, voilà, en fait, son dieu, c'est le dieu de la mort, mais le dieu de la mort, il faut pas le voir comme, enfin, c'est pas le Négatif. nécromant négatif, etc. C'est le gardien du cycle de la vie et de la mort et des principes de réincarnation, etc. Et donc, par définition, les Asuras qui échappent à ce truc-là, c'est pas, pour lui, c'est pas bon, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Donc, Donc, finalement, le système, vous voyez, il est relativement, voilà, il est relativement simple. Les alors mettons personnages, ils tiennent qu'on fasse, qu'on Oui. fasse juste une petite simulation. Imaginons, voilà, moi je joue Padma. Oui. Voilà, je suis en train de m'infiltrer dans le château d'un grand méchant du Imaginons, nom imaginons, hein. de Kiefer. Au cas où Voilà. ça arrive un jour. Kiefer le tyran, par exemple, voilà, qui est un D'accord. despote, hein, qui met à sac voilà, tous les petits villages aux alentours et tout ça. Moi, je veux m'infiltrer, je veux aller lui mettre une correction. Donc, je veux me déplacer silencieusement pour arriver jusqu'à lui. Comment ça se passe? Je veux faire Alors, un jet de discrétion, par exemple. très très simple. Donc, tu vois, en haut à gauche, tu as domaine physique. Ouais. Et dans les spécialités de domaine physique, tu as Dissimulation, délit, dissimulation. acrobation et esquive. Voilà. Alors, dissimulation, c'est ce qui va servir à cacher des choses ou à être furtif. Ok. Et daily, c'est ce qui va servir à faire des tours de passe-passe, du pickpocket, du Oui. crochetage, ce genre de choses. Donc en fait, effectivement, la plupart des jets pour infiltrer un château, ils vont se faire sur la base d'une de ces deux spécialités. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que avoir la spécialité n'est pas nécessaire pour tenter le jet. Ok. Hein. Mais avoir la spécialité va t'aider à C'est mieux. tenter le jet. Donc là, typiquement,
effectivement, Padma, elle est très forte là-dedans, puisqu'elle démarre avec un domaine physique à 4, qu'elle a un dé de plus qui vient de sa Devastra, hein, permanente. D'ailleurs, sa Devastra lui donne toujours un dé de plus. Et en plus, elle a la spécialité. Donc là, tu lancerais quelque chose comme 6 dés. Ok. Et puis tu lancerais Donc 6 c'est dés contre 4 une plus difficulté. 1 et la spécialité te donne un dé, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc 6 dés, Donc, ok. tu lancerais 6 dés contre une difficulté. Alors typiquement la difficulté standard. Alors si le château de KFR est normalement gardé, la difficulté sera Oui. standard et elle sera probablement à 4. S'il avait Ok. vraiment un service de sécurité absolument faramineux, ce Ouais. serait probablement 5. Je Tu pense vois que c'est un parano, le Kiefer, dans son Voilà. château. Non, Je je pense pense que que le Kaifer, il mise tout sur son talent naturel. Du coup, il n'a pas besoin. Et donc tu te Ok. retrouverais à lancer 6 dés et à compter tous les dés qui ont fait 4 ou plus, ou 5 ou plus si c'est la difficulté Ok. 5. Et ça, c'est Ok. des succès, sachant qu'un succès suffit à réussir la Ok. plupart du temps. Mm. Et plus de succès te permet de réussir mieux, sachant que il y a 2 situations dans lesquelles en général il faut plus de 1 succès. Il y a une situation, c'est tout simplement le combat, parce qu'en fait, plus tu fais de succès, moins tu as de chances que l'adversaire esquive, puisqu'il doit faire autant de succès Ok. que toi pour s'échapper, D'accord. Ok. ou cramer autant de points de chaque que toi pour annuler tes succès vraiment purement sans faire de jet. C'est les 2 possibilités de défense possibles. Et l'autre cas, c'est le cas où en fait on se retrouve sur une action longue. C'est-à-dire que typiquement là, puisqu'on est sur effectivement, je rentre dans un château, peut-être qu'en fait, pénétrer dans le château, ça va être une succession de jets de différentes spécialités ou de différents domaines, dans lequel en fait réussir à infiltrer le château, par exemple, c'est il faut cumuler 6 succès sur l'ensemble des jets. Et que Ok. plus tu auras à faire de jets, plus ça te prendra de temps et plus tu auras de chances que les gens s'aperçoivent qu'il y a quelque chose d'anormal Une ou ce genre de espèce choses. de cloque, Voilà. quoi, en fait, à remplir. C'est ça. C'est Ok. ça. L'exemple typique, c'est l'enquête, quoi. C'est on se balade dans la ville, on est en train de demander des renseignements. Au bout de combien de temps on aura suffisamment de renseignements D'accord. pour progresser à l'étape suivante. Alors tout ça, Ok. il faut bien comprendre qu'à chaque fois, ça va être roleplayé. Là, j'ai vraiment parlé que de mécanique, Oui. mais en fait, il faut imaginer que s'il te faut 4G pour faire une enquête dans la ville, en fait, en vrai, on va te faire rencontrer des personnages, on va te faire payer des pots de vin, il va y avoir du roleplay autour de tout ça, et régulièrement, il va y avoir des petits jets comme ça qui permettront de dire, bon bah voilà, est-ce qu'on est plus ou moins proche du moment où le master peut déclencher un événement supplémentaire qui est effectivement vous avez trouvé la planque du méchant, vous avez trouvé l'indice qu'il vous fallait, etc. Voilà. D'accord. Ok. Donc là, admettons, donc j'ai réussi, à me faufiler ou quoi, mais si par exemple je m'appelle Scarlock, je suis un poisseux des dés, que je ne fais aucune réussite parce qu'il en est capable. Mm. Euh, Grosso modo, dans la Mm. situation, si par exemple il faut que tu disais, si tu dois cumuler un certain nombre de réussites pour une action longue, Ouais. si tu ne parviens pas à atteindre ce score, hein, comment ça se passe Alors, mécaniquement? sur un jet unitaire, on peut toujours se dire qu'il y a le mécanisme de conviction qui, quand on est en état vaillant, c'est-à-dire en état en pleine forme, on peut Ok. se permettre de dire, effectivement, je vais claquer des points de conviction pour avoir les succès qui me manquent. Voilà. Ah oui, Grosso modo, ok, c'est ça. bien sûr. Mais la conviction, attention, elle se régénère pas, elle se régénère entre 2 scénarios, ou bien D'accord. en jouant des choses particulières qui sont liées à son dharma. Donc c'est pas si facile que ça de récupérer de la conviction, donc il faut quand même être assez économe. Ok. Mais elle est là pour être utilisée, donc Oui. parfois on peut se dire ce jet-là, je voulais pas le rater. Donc je pense toujours au poissard du jeu de rôle quand j'écris un jeu de rôle, parce que moi je suis pas forcément un gros poissard, mais j'ai Mm. des amis, notamment parmi On mes en a testeurs, tous qui sont des un. gros poissards. Donc Mm. un cancer du dé en phase terminale, ça arrive, c'est grave, et donc il faut aider. Donc il y a cette possibilité-là. Après derrière, c'est vrai que sur les actions longues, en fait ça va dépendre un petit peu. Si la conséquence, c'est uniquement j'ai raté un jet de dés, ça m'a fait perdre du temps, peut-être qu'on peut accepter de rater le jet, et puis Ok. continuer de faire d'autres jets. Si par contre la conséquence, c'est je dois tout recommencer au début, on aura peut-être envie de cramer un point de conviction pour pas recommencer au début, quoi. Voilà. Ok. Et, D'accord. c'est pareil, les points de Mm. conviction, quand on les claque, on les justifie en fait en roleplay. Donc effectivement, ça peut être, je sais pas moi, si on parlait de faire une enquête par exemple, ça peut être, moi je mets mon pied dans la porte et j'oblige la personne à me répondre quand même, parce que en fait mon D'accord. dharma c'est ténébreux et que j'ai le droit de l'impressionner. Ou ça peut être dans le cadre, enfin, dans le cadre par exemple de je me suis fait empoisonner, ça peut être même avec le poison, je continue d'aller me battre et j'abandonnerai pas parce que Mm. mes copains sont en danger. Voilà. Mais il Ok. faut justifier un peu, quoi. Le drama, c'est important, quoi. Dans un jeu Mm. qui se veut shonen, il faut, voilà, faut
faut mettre des D'accord. descriptions. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais je remarque le petit détail, c'est qu'on a l'illustration de pleine page qui va bien. Et dans la deuxième, on a le token. Oui. Donc, pour des gens qui, comme nous, jouent en virtuel, c'est le genre de trucs Oui. qui sont cool, Ah en ouais, le fait. petit token, Oui, ouais. oui. Bah ouais. Oui, Bah, on a fait une remarque comme quoi c'était très adolescent, mais c'est le trope du manga aussi, là, de Oui. jouer des oui. jeunes personnages Ouais, ouais, ouais. pour qu'ils progressent, quoi. Oui, oui. Mm. Alors, clairement, le trope, c'est ça. Alors après, globalement, le jeu est conçu pour que les avatars, effectivement, soient plutôt des jeunes gens, hein. C'est le trip de départ, effectivement, du shonen. Concrètement, dans le jeu d'origine, un V1, V2, c'était vraiment conseillé en mode les personnages c'est des ados, genre ils ont 15 ans à la Seiya au début de Saint Seiya, quoi. Mm. Là, on est vraiment revenu sur quelque chose où on se dit bon bah voilà, l'appel ça peut avoir lieu un peu n'importe quand. On conseille de jouer des personnages qui ont entre 18 et 20 ans, mais si vous jouez un Brahman déjà et que vous avez plutôt 22, 23, 24, c'est possible aussi. Et ça, c'est quand on parle des jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui D'accord. commencent leur vie, qui viennent de sortir de l'école. Après, derrière, un MJ pourrait se dire, pour vraiment un PJ qui dirait, moi je me sens pas du tout de jouer un jeune, machin, je voudrais jouer un personnage plus vieux, etc. Rien qui empêche un MJ de dire, c'est ce personnage-là, il a reçu l'appel très tard ou quelque chose comme ça. C'est pas la proposition initiale qu'on Mm. fait nous en tant qu'auteur, mais enfin, encore une fois, le maître mot du jeu, c'est la souplesse. Donc Oui, puis c'est de il n'y a l'habillage, rien hein. qui empêche un MJ d'habiller les choses différemment en fait. T'as Voilà. envie de jouer un vieux, tu joues un vieux. Voilà, je pense que c'est juste un look au final, hein, mécaniquement, ça marche un petit peu pareil, quoi. Donc, Alors, je vois et, qu'il y a aussi une question sur est-ce que les PNJ, on lance les dés ou pas? oui, Alors, le MJ lance les dés, ouais. ouais, donc en Mm. fait, là, dans cette version, encore une fois, on parle de souplesse, donc les PNJ majeurs, on lance les dés, clairement. La règle, en fait, c'est que c'est un système asymétrique dans lequel les PNJ majeurs, ils ont plutôt les règles qui ressemblent à celles des PJ, le plus possible, pour être vraiment des rivaux qui sont sur le même niveau. Et les PNJ mineurs, eux, ils ont des règles simplifiées. Alors, c'est plus ou moins simplifié, c'est-à-dire la horde de sbires, totalement l'armée de sbires Hmm, totalement insignifiants individuellement, elle a des règles simplifiées qui sont très très simplifiées, au point d'accord. qu'ils sont regroupés en hordes, en fait, hein. Ouais. Ça rappellera des choses aux gens qui ont l'habitude de jouer à des knights ou des choses comme ça. Mm. Capharnaüm. Ou la Capharnaüm, oui, c'est vrai, c'est avec les traînes babouches, c'est aussi ça. C'est Euh, ça. et, euh, et voilà, donc pour les très très simplifiés, mais après il y a des PNJ mineurs qui sont intermédiaires, dans lesquels effectivement on peut avoir envie aussi de lancer les dés. Donc ce qui se passe, c'est que pour les PNJ mineurs, par rapport aux éditions précédentes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en fait, les PNJ ont la possibilité de lancer des dés. Par contre, on a un tableau de succès automatique pour ces PNJ-là. C'est-à-dire que si le master D'accord. veut pas lancer les dés, il a une table Mm. dans laquelle c'est j'aurais dû lancer Ok. autant de dés, j'ai autant de succès. Voilà. Ok. En fonction Ouais, de la c'est difficulté. histoire Du d'accélérer un coup, peu les choses, ça quoi. peut aller très très vite. En fait, encore une fois, moi j'ai voulu accessoiriser pour que le MJ soit un peu à l'aise, hein, voilà, je suis souvent MJ, donc j'ai beaucoup d'empathie pour les MJ. Et c'est vrai que gérer de multiples PNJ, tous avec les mêmes règles que les PJ, des trucs Mm. qu'on voit dans certains jeux, hein, c'est très très chaud. Et c'est encore plus chaud sur un jeu où on veut effectivement que les PJ affrontent soient plus grands que nature et puis affrontent des armées, des choses comme ça. Alors là, ça devient affreux. Hmm. Donc, on a essayé de faire en sorte de simplifier au maximum. Ok. Bah, je pense qu'on a fait bien le tour du jeu, Ouais. du système, des personnages. Je voudrais poser deux, trois petites questions sur le livre de base, donc tel que vous l'imaginez, puisqu'il n'existe pas pour le moment, mais tel que vous le voyez. Il est divisé, voilà, il y a une partie Alors, lore, une c'est partie règle. c'est un On n'a pas le droit coffret. C'est un C'est un coffret. coffret dans lequel il y a Est-ce qu'il y 3 aura des livres. tokens pendant le financement? C'est un coffret dans lequel il y a 3 livres. Il y aura des tokens pendant le financement, bien sûr. Ah! Évidemment. Il y a un palier token, c'est sûr. Il y a, ce que je vous dirai pas, c'est où il se trouve, parce que bah, effectivement, on donnera pas tous les détails du financement, mais Oui. soyez rassurés, Oui. il y aura des dés, il y aura des tokens, il y aura ce genre de choses. Donc le livre, en fait, c'est pas un livre, parce qu'en fait, on a bien compris, quand on a sorti les Chroniques de l'étrange, que le gros pavé de 500 pages monobloc, il y a des gens
gens que ça embêtait du point de vue transport, du point de vue praticité pour le lire, etc. Mhm. Sauf que Romain et moi, on ne sait pas vraiment faire du jeu de rôle en moins de 500 pages. C'est très très difficile pour nous parce qu'on aime bien donner du matériel, on aime bien que le MJ il en ait pour son argent et donc donner du scénario, etc., Hmm. du conseil, de la campagne, du bestiaire et tout. Ça prend de la place, Mhm. toutes ces choses-là. Yep. Et donc, du coup, on a décidé de faire un coffret avec 3 livres dedans. 3 livres pas Ok. trop épais. Il y aura un livre, c'est le livre avec tout ce qu'il faut pour les PJ. Ok. Il y aura un livre, c'est tout ce qu'il faut pour le MJ, et ça inclut le bestiaire et un scénar. Mhm. Ok. Et il y aura un livre qui contient tout ce qui, on va dire, tout ce qui est les aides de jeu rassemblées. Donc c'est tous les enseignements, tous les dharmas, tous les karmas, tous les D'accord. sorts, la mécanique pour fabriquer ses pouvoirs avec toutes les listes de pouvoirs possibles, etc. Tout ça c'est dans un autre fascicule. Alors pourquoi un Ok. troisième fascicule? Parce que ce troisième fascicule, du coup, le MJ peut s'en servir pour ses PNJ, mais les PJ peuvent s'en servir pour leurs PJ. Et donc c'est un Ok. fascicule qui est à tous les deux en fait, qui peut circuler pour tous les deux. D'accord. Voilà. Et donc dans la campagne de financement, il y aura tout de suite une campagne qui elle n'est pas dans le coffret. C'est un quatrième livre. Et ce Ça, c'est quatrième bien. livre, en fait, il contient une campagne qui est une campagne en 3 actes. Chacun des actes contiendra, alors à ce stade, est-ce que ce sera 3, 4, 5 scénarios? On verra, ça va dépendre un petit peu de comment on gère les choses. Mais puis comment le financement fonctionne bien. Mais globalement, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au moins une dizaine de scénarios et que si le financement fonctionne bien, il y aura ce qu'on appelle des Vedas, c'est-à-dire les Vedas, ça va Mhm. être des suppléments web, comme on a fait les Taonet ou comme on a fait les Hmm. codex sur Night ou sur les Chroniques de l'étrange. Mhm. Et donc en fait, là, chaque fois, un Veda, c'est un scénario de plus avec une aide de jeu. Et à chaque fois, on s'engage à ce que le scénario il vienne avec son petit paragraphe qui permet de l'inclure dans la campagne, évidemment. Et la Ok. campagne, elle est conçue comme une série télé en 3 saisons. Une série animée en 3 saisons, avec Ok. D'accord. progression. Et donc, on peut la jouer un petit peu comme ce qu'on avait fait sur les Chroniques de l'étrange, le supplément, où il y avait une campagne qui était en 3 ou 5 scénarios. Bah là, en fait, on est sur chaque saison peut être jouée de manière individuelle. Donc, un MJ qui veut faire que des campagnes courtes, bah, il prend une seule saison, il la joue. Ok. Ok. Et ou bien elles peuvent être jouées les unes après les autres et on donne les clés en fait pour que les personnages qui ont progressé et qui passent d'une saison à l'autre, ils aient quand même du challenge, etc. Et voilà. D'accord. Donc il y a Ok. potentiellement jusqu'à ouais, si tout se passe bien, il pourrait très bien y avoir en tout et pour tout, même sans les Védas, jusqu'à 15 ou 16 scénarios, peut-être même 17 entre le kit, le livre de campagne Ok. et puis le livre du MJ qui est dans le coffret, sachant qu'il faut quand même garder en tête que les scénarios d'Evastra, c'est comme des épisodes de manga ou des chapitres, donc c'est des scénarios un peu plus, je dirais, un peu plus courts, qui se concentrent sur quelque chose. D'accord. Donc qui parfois s'inscrivent dans une campagne avec un fil rouge, par exemple, ils sont tous dans la même ville ou ce genre de choses, et puis ils vont finir par raconter une histoire quand on les met bout à bout. Mais D'accord. effectivement, individuellement, en général, le scénario idéal, il se joue en 2 séances, quoi. Et c'est pas comparé à d'autres jeux dans lesquels on a parfois des scénarios où rien qu'un scénario, il faut parfois 3, 4 séances pour le jouer, quoi. Ok. C'est Ouais. bien. Très bien. Euh, Ok. On va peut-être faire un petit rappel du coup pour le financement. Donc ça commence demain, ça dure un Ouais. peu plus d'un mois, tu as dit, je crois. Oui, c'est ça. Ça dure de demain Ok. jusqu'à après Octogone. D'accord. Ok. Ah, on pourra Tout venir ça en t'en parler cours. à Octogone du Voilà. coup. Vous pouvez venir en Alors parler à nous, Octogone. on sera à Cidre et Dragon Ok. ce week-end. C'est la première convention dans laquelle on fera des démonstrations de Devastra. Ok. Et on sera jusqu'à Octogone. On fera des démonstrations de Devastra chaque fois qu'on aura l'occasion. Ouais. D'accord. Et l'état d'avancement du projet actuellement, il en est où? Est-ce que tout est En- écrit? Est-ce que c'est en cours de rédaction? alors, j'ai envie de dire, ça dépend des sujets. Oui. Le cœur du jeu, quasiment tout est écrit, même si en faisant playtester plus récemment le kit de manière plus large, on a eu des nouvelles idées, on a eu envie de faire des changements, etc. On est sur le syndrome dont on parlait au début, hein, c'est-à-dire comme on est un petit peu perfectionniste, bah, en fait, quand il nous vient une nouvelle idée, on se dit non, non, on la met pas de côté, on essaie de l'intégrer, surtout qu'on a encore le Ok. temps. Ouais. Donc je dirais que sur la partie vraiment cœur de jeu, moi j'y joue avec des tables depuis plus de 2 ans, hein, donc Ok. le jeu il est testé et retesté. Euh, Ok.
on a quasiment tout ce qu'il faut. D'accord. Maintenant, il faut le mettre en page, il faut l'illustrer, Oui, il ça y a prend beaucoup du de temps. travail là-dessus. Hein. Oui, ouais, Et d'accord. sur la campagne, les 2 premiers actes sont complètement rédigés. Le 3e acte, il est en cours. Donc Ok. c'est pareil, on n'est pas loin de la fin. Après, je dirais que ça va dépendre effectivement aussi un petit peu Bah, du du financement, financement. bien Est-ce sûr. qu'on rajoute des pages, est-ce qu'on rajoute des choses? Ok. Il y aura du matériel en plus proposé dans le financement qui pour l'instant est pas forcément. Alors, si on le propose, c'est parce que les idées on les a et qu'on a tout ce qu'il faut pour les faire, mais c'est pas forcément finalisé pour autant. Tout à fait. Mais du coup, est-ce qu'il y a une date approximative, par exemple, pour la livraison du PDF? Alors, on est sur un vrai financement participatif. On n'est pas sur une précommande participative. Oui, C'est-à-dire qu'il y a effectivement des financements qui en fait sont des précommandes, hein, dans le sens où le jeu il est déjà fini et à peine cliquer sur le bouton quand la campagne est finie, on reçoit le PDF. Là non, on n'en est pas là, c'est clair. d'accord. Donc ça va être une campagne comme le fait Entremonde d'habitude. C'est-à-dire que c'est une campagne où en fait à la fin du financement, après derrière il va se passer un certain nombre de mois avant de recevoir les PDF et Mm. un certain nombre de mois supplémentaires avant de recevoir la version physique, sachant que nous, l'engagement qu'on prend, c'est grosso modo 1 an, quoi. Voilà, D'accord, très pour bien. tout avoir. Ok, bien. Production. Alors, dans le chat, on nous demande production en Europe, en Chine. Bah, c'est du manga, donc c'est au Japon, quoi. Oui, Non. Pas vraiment. forcément. Non, là, je saurais pas vous dire parce qu'effectivement, moi, Ah, je m'occupe pas vraiment de la partie la boîte D'accord. production. il y avait des soucis avec la boîte habituelle qui se situe en Europe de Ouais, l'Est, hein, si je me rappelle bien. Donc, voilà. celle avec laquelle Oui, vous avez imprimé Night depuis le Voilà. début, Donc etc. Ouais. je ne saurais dire. Je d'accord. sais que précédemment, c'était en Europe. Là, avec Ouais, les conditions actuelles, c'est les conditions peut-être un peu actuelles, plus je ne saurais pas compliqué, ouais. dire. Ouais, D'accord, ouais, je peux très bien. comprendre. Il reste encore à trouver. Ok. Ok. Ce sera au Japon, on fêtera la fin au salut. Euh, Je remonte le chat aussi, je suis un peu en retard. Ouais, ouais. Bah vas-y, je te laisse Euh, faire je- le chat. Non, je Par remonte, mais rapport... Oui, vas-y, Vas-y. après, vas-y, vas-y. Le, Non, le, je le pensais que tu f- voulais que je pose une question. J'ai dit, mais non, j'ai pas encore Oui, lu, excuse-moi. bah Non, j'ai oui, pas bah du encore lu. coup, j'enchaîne alors. Vas-y. Tu disais que donc là, pour le coup, sur cette édition-là, vous avez des idées et des envies de développer la gamme. Oui. Est-ce que vous avez déjà des idées globalement sur ce que Ah vous oui, aimeriez oui, oui. faire plus Ah, tard? le monde de Pretty il est déjà vaste à l'origine, et là, Ok. on a eu la chance de travailler avec Olivier Sanfilippo sur la nouvelle carte Tiens du donc. monde. Et la nouvelle carte du monde, elle est Oh, ultra détaillée avec énormément de zones ah nouvelles. ouais. Et Oh, ça a Hmm. moi, l'air beau, hein. mon kiff à moi, ce serait de faire un supplément Atlas Ouais. dans lequel on Ah. reprend toutes ces régions une par une et on les décrit beaucoup plus. Alors Ah déjà, oui. On se rend pas par compte de rapport ce à que ce c'est qu'on cette avait carte. avant, la partie univers du jeu qu'on propose, il y a un petit peu plus de détails et il y a notamment des choses comme il y a un village typique, une ville typique qui sont décrites un petit peu plus en détail que ce qu'il y avait avant. Mais moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est avoir un vrai tour de Prix TV avec Hmm. bah, les lieux, les trucs un peu mystérieux, les légendes, les PNJ, voilà. Hmm. Donc, bon, Bah, si le jeu fonctionne, moi, effectivement, en tant qu'auteur, je sais que je vais facilement m'engager sur cette voie-là. Après, derrière, il faut qu'il fonctionne suffisamment bien pour que l'éditeur il puisse financer ça, mais voilà. hmm. Bah, on va déjà regarder la carte. Ou alors je La fais un carte. Ah, sondage pour savoir vraiment? si les gens veulent la voir. Je sais Quoi? pas. On a la carte! Ah, ça fait une heure et demie Alors, que j'attends, mais ça va bien se passer. Bon, oui. alors, parce que moi, je Je- ne la vois pas, je- la carte, je l'ai pas eu. Oui, bah attends, je trouve pas ma scène. Non! Quoi? Alors, la carte, donc, Vas-y, c'est... je suis prêt. Je suis en 1080p, tu peux envoyer. Oui, c'est pas ça. Non, Mince, d'accord, non, ceci est un attends. éléphant. Oui, Ceci est un eau des cavernes. tac. Ceci est un homme des cavernes. Ceci est un éléphant. Ah, Ah! voilà. Oh! Donc voilà. Voilà. Il y a une C'est évolution depuis la V2, ouais, j'avoue. le chemin accompli depuis les versions précédentes. Là, c'est Ah clair que ouais. ça illustre parfaitement. Ah là,
Ouais, Tout est détaillé, c'est très très beau. On parlait tout à l'heure, en tout début, hein, on parlait du fait qu'on travaillait avec des artistes. mhm. Voilà, entre Monde Édition, on veut travailler avec des vrais artistes. Et quand je dis des vrais artistes, ça veut dire pas d'IA, etc. Hmm. Ah ouais, on est bien d'accord. Et là, on est sur, enfin voilà, on est sur un travail graphique qui est absolument génial, quoi. Donc effectivement, je suis allé visiblement avec mes idées pour moderniser la carte, Mhm. voir Olivier en lui disant est-ce que tu veux le faire avec nous? Mhm. Il a répondu oui et j'étais super Hmm. content. Et puis là, le résultat, il est formidable. Est-ce que Comment c'est tu bosses facile avec lui, du coup? de bosser avec Olivier? C'était ça, Ti- c'est ti- mec, mais pas... Non, facile, oui, Oui, mais... Oui, là, alors, l'expérience générale, je ne saurais pas dire, mais là, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur ce sujet-là. C'était très facile. Et j'ai eu l'occasion aussi d'échanger avec lui sur un scénario pour Ok. l'Empire des Cerisiers que j'ai écrit pour Cassius Belli. Et là aussi, Ok. c'était très facile. On m'a vu de ma Bon. fenêtre. Dans le chat, on dit, ouais, je suis MJ à l'Empire des Cerisiers, je me sens à la maison. Ouais, tu m'étonnes. Ah non, super, hein. Super. Ok. Eh Voilà. ben, dis Et donc, donc, hein. effectivement, hein, ce sont les gens qui connaissent les versions précédentes. Même sans parler du graphisme qui est complètement différent, si on parle juste des lieux, eh bien effectivement, ils vont s'apercevoir qu'on a bougé légèrement des choses, qu'on a détaillé Ok. d'autres choses, qu'il y a des choses qui étaient évoquées vaguement sans être placées sur la carte, qui maintenant ont leur place sur la carte, qu'il y a beaucoup plus de détails, qu'il y a beaucoup Hmm. plus d'endroits. Pour l'instant, on parlait de l'Empire des Cerisiers, donc on a appliqué la recette de l'Empire des Cerisiers. C'est-à-dire tous les endroits qui sont décrits, ben, ils sont décrits dans notre livre de Hmm. base. Hmm. Mais les endroits qui ne sont, entre guillemets, pas nommés, On le garde. mais qui apparaissent sur la Hmm. feuille, ben, Hmm. pour l'instant, le MJ peut en faire ce qu'il veut. Et je me Hmm. réserve le droit avec Romain, si De un atlas développer ça. sort, de développer tout Hmm. ça. Ok. J'en ai très envie, en fait. Ce qui a bougé, c'est pour des raisons de gameplay ou c'est parce que, entre guillemets, géographiquement, c'était pas logique que ce soit là, en fait? Potentiellement les deux. C'est moi, je suis très très mauvais en géographie, donc je m'en suis remis au talent du cartographe. Ouais. Un Et mec, c'est donc un c'est pro. plutôt le professionnel de la cartographie qui a décidé et parlé sur ces sujets-là. Par contre, moi j'ai fait des demandes. J'ai dit bah moi j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça pour mon scénario, pour ma campagne, j'aurais besoin de telle chose. Un exemple, hein, à un moment donné, j'ai dit bah voilà, il me faudrait un lac sacré situé au cœur d'une montagne. Je sais même pas si géologiquement c'est possible, mais j'en ai besoin. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis bah, voilà, on l'a eu. On a eu tout ce qu'on a demandé en fait. Alors, ne vous stressez pas pour les noms imprononçables. Je sais que c'est un truc qui me faisait beaucoup peur au début. Maintenant, je me stresse plus. Je me dis, bah, de toute façon, mes joueurs non plus, ils savent pas le Bien sûr, prononcer. Donc, on aura la carte à côté et on lira la carte. Et c'est pas grave si on n'arrive pas à le bien sûr. prononcer, on n'est pas des pros. Bien Donc, sûr, et vous c'est inquiétez vrai, pas. en fait, ça fait partie du côté exotique. Alors nous, ce qu'on a fait dans le livre, c'est que tous les termes indiens, on s'est posé la question, est-ce qu'on met un terme indien ou est-ce qu'on met un terme francisé? Par exemple, est-ce qu'on met Rajkumar ou est-ce qu'on met Prince? Ah Voilà, donc oui. finalement, on met les deux. C'est-à-dire que systématiquement, on va mettre le terme Hmm. indien avec entre parenthèses, ça signifie quoi? D'accord. De manière à ce que les MJ soient pas perdus. Alors après, si on utilise 3 fois le même terme sur la même page, on va peut-être le mettre une fois et puis après Oui. derrière, on arrête. Mais globalement sur le livre, on va toujours rappeler et puis surtout, depuis, les Chroniques de l'étrange, on est rodé à un exercice formidable qui s'appelle le glossaire. C'est-à-dire qu'on a un Ouais. glossaire avec les termes, très pratique, avec l'ensemble des termes utilisés, classés par ordre alphabétique et ce que ça veut dire. Hmm. Et ce Hmm. glossaire, évidemment, on l'a mis dans le fameux troisième volume, le volume là qui peut circuler dans toute la table et qui sert Ok, d'aide de avec les jeu à aides tout de le jeu. monde. Donc Hmm. du coup, une personne qui se dit ah mince, je sais pas ce que c'est ça, il regarde rapidement et voilà, et c'est réglé. Et ça, c'est quand même pratique. Et puis dans ce même volume, on va mettre là aussi un exercice auquel on est rompu depuis un certain nombre de jeux. On va mettre donc un index en fait de tous les termes de jeu, toutes les choses utiles, tous les noms de PNJ, etc., pour que rapidement on puisse retrouver. Là, l'avantage de sortir une grosse gamme d'un coup avec la campagne, les 3 bouquins, etc., c'est que cet index, on peut le mettre à un endroit avec l'ensemble de tout ce qu'on aura publié en même temps, quoi. D'accord. Ok. Voilà.
Voilà, une petite carte sympathique, hein, je sais pas ce que vous en Voilà. pensez. Très 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 sympa. Sachant que c'est pas la version ultra détaillée là que tu nous mets, je crois. C'est la version qui peut rentrer sur vidéo Oui, sur Oui, OBS. en fait, c'est ça. je sais pas si, enfin, Hmm. Olivier, il a travaillé sur un A2. Hmm. Donc, c'est immense comme carte. Mais nous, ça nous permet en fait de faire des zooms Mm, Oui. à l'intérieur du livre pour dire regardez, c'est là, avec un mm. niveau de détail qui reste très beau à regarder. Oui. Là, je le fais pas trop parce que ça pixelise à mort et c'est pas très agréable à regarder, mais sinon, je pense que. Ouais. Tac. Voilà. Ok. Et puis si voilà, la carte, on va dire que l'impression de la carte dans un format sympa, elle est dans le financement, quoi. Donc, Super. les gens qui voudront la carte en grand format pourront l'avoir, hein. Ouais, Ok. ouais, je vois ça, hein. Eh ben, super, impeccable. Des bons trucs. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les remerciements et puis tes prochaines interviews, tes prochains zappés, où on pourrait te Alors, retrouver sur d'autres chaînes. Ce serait le moment de nous dire les dates. demain soir, on a une soirée de lancement sur Rollis TV à l'heure du démarrage. Après-demain soir, donc le 18, je suis en actual play sur la chaîne de Cécile JDR. C'est moi qui maîtrise une partie. Trop bien. Et on va avoir effectivement d'autres interventions pendant le financement, et notamment au moins un autre actual play, qui sera totalement différent et sur lequel ce ne sera pas moi qui va maîtriser. D'accord. Super. Voilà. Sinon, après, en termes de... Ouais, de remerciements, de choses qu'on n'a pas Ouais. évoquées, qui te Est-ce qu'on semblent aurait oublié importantes. un truc, ouais, Non, qu'on non, aurait je dû pense qu'on a fait parler bien le tour. obligatoirement? Moi, ce Ok. que je disais, hein, c'est effectivement, moi, voilà, moi, je vous remercie, vous, de m'avoir accueilli, hein, de m'avoir laissé parler de mon jeu Bah, pendant tout ce temps. avec grand plaisir. Bah, forcément, moi, je remercie aussi donc, Simon et Colline qui ont accepté d'éditer le jeu, évidemment. Et puis Romain et Laurent qui m'ont laissé les clés de leur univers. Ouais, mais ils m'ont laissé vraiment, entre guillemets, m'approprier les choses et écrire un petit peu tout ce que je voulais pour faire cette nouvelle édition. Puis voilà, et puis tous les artistes qui travaillent avec nous. Donc là, il y a Olivier, il y a Shan et toutes les personnes de l'équipe du studio Xishan et Jérôme Alquier, dont on a parlé au tout début. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, vous serez présent donc à Cidre et Dragon en Oui, convention, oui, ça, c'est et sûr. également à Octogone. Oui, oui, oui. Et on devrait être à Euh, Game in Reims aussi le mois d'après. Enfin, on va ok. continuer Il y de aura faire. probablement pas tout le monde, mais qui on peut trouver dans ces conventions? Alors, Euh, ce qui est sûr, c'est que Simon, Colline et moi, on est à Cidre et Dragon, ça c'est sûr. ok, J'ai pas tout le reste du casting en tête, mais il y aura d'autres personnes de d'accord. chez Entremonde aussi, dont des démonstrateurs officiels sur tout un tas de jeux. Très bien. Et à Octogone, il y aura au moins aussi nous trois. À Game in Reims, il y aura Romain, c'est sûr. D'accord. Voilà. Enfin, il y Ok. aura Romain, Romain il y aura Ducier? moi, voilà. Romain Ouais, Bussier et moi, on sera à Game in Reims, c'est sûr. d'accord. Ok, Ok. ça marche. Et le, Très bien. le, le scénario de mercredi, c'est celui du titre de démonstration avec les pré-tirés d'une démonstration ou c'est autre chose que tu fais? Et les pré-tirés du kit de démonstration à chaque fois sur les Mais c'est deux pas le même actualités qu'on a scénario. prévues. Et ce sera des scénarios différents à chaque Ouais, tu fois, fais et ce ne bien. sera pas celui du kit. Tout Ouais, tu fais simplement bien. parce que, et en convention, c'est pareil. Quand vous allez venir jouer avec nous en convention, on ne vous fera pas celui du kit. Pour une raison D'accord. toute bête, c'est qu'on veut que vous puissiez repartir de la partie avec le kit et vous dire, bah finalement, je vais faire la partie du kit. Oui, Avec, qu'on puisse avec mes jouer, quoi. amis, etc. Voilà, exactement. Ok. Eh ben, écoute, c'est super. Ouais, bah, il Très n'y a plus bien. qu'à, j'ai hâte d'avoir le kit. Au pire, tu me l'envoies, Fred, tu m'envoies le kit. Demain, Bah, le je l'ai kit. pas. Numérique On demain, le l'aura kit. on l'aura demain sur la page Ah, du financement. Ouais. je pensais que t'avais les studs, toi, tu montrais des trucs. Non, t'as eu qu'une partie. Il n'y a que les persos Ok. pour l'instant. Que les Ok, persos, et ben c'est on va bien attendre déjà. demain. C'est pas grave. Tu voulais Voilà. aller le lire, hein, c'est ça? Ouais, Donc il fait j'aurais bien chaud pour lu aller. après, là, dans le lit, tranquillou, là. Juste après, pour voir un peu. Ça Je marche. comprends. Merci tout le monde. Merci On va beaucoup. s'arrêter là, du coup. C'est la fin de la vidéo YouTube à ce moment-là. On va le couper. Ouais. Et puis, Oui. on vous donne rendez-vous demain. Je vous remets les liens en description, bien évidemment. Le lien est épinglé pour l'exclamation d'Evastra, au pire des cas, si vous voulez le revoir. Mais Mm. le lien est épinglé pour aller voir le jeu demain à 19h30 si ça vous a intéressé. Et au pire, téléchargez le titre d'initiation, de découverte, vous le regardez, vous le lisez, voyez si ça vous correspond. Et puis voilà, de toute façon, vous avez jusqu'à la fin d'Octogone pour participer.